me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de legrandpop.fr qui vous parle de la pop culture d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'actu puisqu'on va vous parler de The Killer, le nouveau film de David Fincher qui est sorti sur Netflix. Et pour vous en parler, autour de moi, j'ai bien la fine équipe comme d'habitude. Je suis de mon côté flegmatique et j'ai à ma gauche, sur ce magnifique canapé que vous ne pouvez pas voir, mais il est vraiment très beau. Celui qui est un peu notre Robert Graysmith, puisqu'il a des talents à la fois de graphisme, d'illustration, mais aussi parce qu'il aime aller dans le fond des choses, revenir à l'origine de tous les temps pour comprendre le monde qui l'entoure. C'est bien sûr Menro. Bonjour Menro. Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai pas compris dans ta présentation si je suis beau ou si c'est le canapé qui était beau. Mais je préfère rester dans le Je doute. laisse ça à l'appréciation de nos auditeurs. Mais on peut tout à fait dire les deux, bien sûr. Avec nous également, celui qui est un petit peu notre Mark Zuckerberg pour ses talents de développeur, mais lui, il a un cœur, c'est Otaksu. Oui, bonjour, je suis obligé de prendre ma voix très suave puisqu'on parle de beauté et qu'il n'y a que la voix qui nous représente. Donc là, je vais sur un ton un petit peu plus bas, juste for the ladies and the boys. Et comment est le son pour cet épisode ? Normalement, il devrait être chaud et voluptueux, exactement ce que j'aime. Mais je suis pas certain, donc du coup, je ne vous regarde pas directement dans les yeux tout de suite parce que je suis vraiment la gueule dans la table de mixage. J'en ai un peu marre d'être le cordonnier mal chaussé de cette émission. À chaque fois, c'est ma voix qui foire et pas les autres. Bon, je suis quand même content que ce soit moi et pas les autres, mais merde. Eh bien, tu sais ce qu'on dit, fais mieux, voilà. Get good, ok, très bien. Entre nous. Et pour boucler ce quatuor, celui qui joue de la guitare avec le dos de sa chaise actuellement, ce sera notre Herman Mankiewicz, parce qu'il lui-même écrit sur le cinéma dans la vie de tous les jours. Il écrit même des bouquins qui parlent de cinéma. C'est notre invité pour cet épisode, Monsieur Gauthier Jurgensen. Ben oui, moi je suis votre éternel compagnon de route et je suis très content d'être là pour parler de ce cinéaste. Et je pense que j'ai la réponse à ta question, Menro. Je pense qu'on peut dire que tu es beau comme un canapé. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Je suis très content de venir ici vous parler de ce cinéaste qui m'est très cher. C'est vrai, puisqu'on va parler de The Killer, bien sûr, en fin d'émission. Tout le monde l'a vu, hein. On a beau être 2 jours seulement après la sortie, on a tous fait nos devoirs. Tu m'as gentiment invité, même à une séance spéciale en salle. Ah oui, on va en parler dimanche de ça. dernier, oui, pour voir ce film en salle, parce que peu de gens ont eu la chance de... le film n'est pas sorti dans les salles, hein, on l'a dit, il est sorti sur Netflix et on va revenir dessus. On va revenir aussi d'une manière plus globale sur la carrière de David Fincher, parce que c'est un cinéaste qu'on aime plutôt pas mal. Donc on l'a dit, The Killer, c'est son 12e film. On va parler de ses différents films avant. Il a commencé sa carrière en 1992 avec Alien 3. Il a 2 séries également aussi sur Netflix. Donc 12 films en une trentaine d'années. C'est un cinéaste qui est relativement prolifique, mais pas tant que ça, beaucoup moins que d'autres. Mais on va aussi revenir pourquoi. The Killer est sorti le 10 novembre sur Netflix avec Michael Fassbender et un petit peu aussi Tilda Swinton, mais surtout Michael Fassbender. Et c'est une adaptation de, si vous ne le saviez pas, de la BD Le Tueur, qui a commencé sa parution à la fin des années 90, qui coûte aujourd'hui 13 tomes, une série qui est finie par Luc Jacamon et Mats. Et on va commencer, messieurs, si vous le voulez bien, par... tout simplement votre rapport à l'ami David Fincher, son cinéma qui commence à remonter un petit peu maintenant. Et on va commencer avec toi, Gauthier, si tu le veux bien. Moi, c'est un de mes cinéastes préférés. C'est quelqu'un qui m'est tellement cher que, vous le savez, il y a une personne qui est très proche de moi qui porte le prénom de ce cinéaste et que c'est pas forcément un hasard. C'est vrai. Voilà. Oui, c'est quelqu'un dont j'aime particulièrement les films, même si ce sont des films, on le verra sûrement entre nous, qui sont pas des films très aimables. Mais c'est aussi ce souci un petit peu clinique, chirurgical, un petit peu psychopathologique de cette manière un peu tarée de faire du cinéma. Je mettrais pas un petit peu, hein, vraiment. Je mettrais même une belle louche là, tu vois. C'est ça. Moi, c'est ça qui en fait un cinéma que je trouve hyper intéressant et égal à nul autre. Voilà, c'est ce qui en fait un artiste
très très singulier. Donc film après film, j'aime beaucoup regarder ce qu'il fait. Même si je pense qu'on en débattra ensemble, il y a des films qui tombent un petit peu à côté de mon appréciation. Mais Ce serait quoi ton top 3, on va dire, ou les films que tu apprécies le plus? Vraiment le top 3, j'ai essayé de faire ça dans ma tête en venant. Je pense que c'est très difficile de pas mettre Seven tout en haut, quoi. Seven et The Social Network. The Social Network, je suis sérieux, je pense que dans 50 ans, c'est un film dont on parle encore, quoi. Et juste après, c'est difficile de choisir entre Gone Girl et peut-être Fight Club, dont je vous ai quand même sur lequel je vous ai signé un article sur le Grand Pop. C'est vrai, on l'a dit, compagnon de route régulier déjà des podcasts où tu étais déjà avec nous pour parler de Andorre et du Seigneur des Anneaux, je ne sais plus. Non, Ouais. Au moins deux épisodes. Non, pas le Seigneur des Anneaux, j'ai fait The Last of Us avec vous. Voilà, The Last of Et Us. Indiana Jones, évidemment. Allez fouiller effectivement dans nos archives. C'est pas la première fois que tu viens chez nous. Et il y a aussi sur legrandpop.fr 2 articles qui parlent de 2 films de David Tout à fait. Fincher, à savoir Seven et Fight Club. ouais. Voilà. Menro, le rapport à l'ami Fincher. Moi, j'ai la chance d'être d'une génération qui fait que je l'ai découvert à ses débuts. C'était le point vieux. Le point vieux. Ah, mais c'est vrai. On l'a dit, il revient au commencement des choses. Voilà, si vous le connaissez pas depuis le temps. Et c'est vrai que voilà, je vais pas citer Alien 3 parce qu'on sait très bien que entre ce qu'il voulait faire et ce qui est sorti, c'était pas forcément le plan initial. J'ai été profondément marqué par Seven et Fight Club, coup sur coup. Vraiment, c'était la méga claque. C'est le moment où tu dis que tu les as vus en salle là quand même. Je les ai vus en salle, À l'époque. effectivement. J'ai même vu Fight Club dans un cinéma avec dont les sièges étaient éventrés au couteau, avec la mousse qui ressort, et mon pote, on était à 2, avait un pilier devant son siège. Il devait se pencher vers moi ou vers le monsieur d'à côté pour pouvoir voir. Et je trouve que c'était particulièrement À propos. pour Fight Club. Et même qu'à la fin, on s'est tous tabassés. Non, pas de ça chez nous. Mais voilà, donc j'ai été très profondément marqué dès le départ, et après, c'est comme les films de Christopher Nolan. Quand il y a un Fincher qui sort, en général, on va le voir, on se déplace, ou alors on le regarde sur sa télé maintenant, puisque voilà, c'est sur plateforme que les choses se passent pour les Ça fait cinéastes. depuis 2014 qu'il n'a pas sorti de film au cinéma. Ouais, c'est ça, c'est un peu aussi quelque chose de marquant. Beaucoup de grands cinéastes qui font des choses peut-être un peu moins à succès en termes d'entrée salle. Alors, pour Nolan, il faut le pondérer un peu peut-être, mais ont tendance à se retrouver sur les plateformes. Je pense à Scorsese, je pense à même le Napoléon là, qui arrive. Enfin, il y a des choses comme ça où on a des grands noms et on les a pas au cinéma forcément. Aussi peut-être parce que les majors leur donnent pas ce qu'ils voudraient et les plateformes s'en font la chou gras justement de récupérer des grands noms. Donc voilà, il y a tout ça qui est aussi derrière, et On va en venir, mais oui, il fait partie de ces cinéastes-là qui n'ont pas forcément été toujours choyés par les studios, qui fait pas non plus des gros cartons au box-office. Faut quand même le rappeler aussi. Il a pas dépassé les 500 millions ne serait-ce qu'une fois. Donc ouais, ça fait partie de. On est content qu'il soit là. On est un peu moins content de le voir sur Netflix, quoi. C'est un peu ça. Otaksu. Non, je pas tant que ça. Attends, avant ça, je suis pas sûr d'avoir entendu le top 3 du coup de Menro, non? Ah oui, il y a ça aussi. je sais que beaucoup citent Social Network et je suis d'accord avec ce qui a déjà été dit par Gauthier. Moi, il m'a moins marqué que d'autres. Du coup, évidemment, vous avez compris que Seven et Fight Club, pour moi, étaient dans le top du top, même si Fight Club, je reconnais des faiblesses. Du coup, j'ai envie d'aller vers un endroit où je sais que peu iront. Mais je vais parler de Benjamin Button, vite fait, voilà, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un film qui, en dehors de tous ses défauts aussi, m'a énormément touché. Voilà, donc je le mettrai dans mon top tout à fait subjectif et pas objectif du tout. Pardon, moi j'ai complètement changé le mien, je suis complètement débile, j'ai oublié l'existence de Zodiac au fait. Donc c'est Seven, évidemment, Social Network et Zodiac, bien sûr. Pardon. Oui, on oublie difficilement quand même Zodiac, mais il est là, il est bien là. Et Otaksu, à toi? Le lien que j'ai avec Fincher est un petit peu étrange. Je pense vu qu'on est de la même génération, toi et moi, Flegg, il y a toujours un peu ce côté Fight Club, c'était un délire, quoi. Même si transgénérationnel évidemment, mais quand tu grandissais un peu en mode punk skate, machin, Fight Club c'était juste le passage obligatoire. Tu passais de Fight Club à Seven ou ce genre de choses, mais le truc c'est que
j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que c'était le même gars derrière. Ouais. Parce que je me suis pas intéressé au cinéma aussi rapidement que vous, donc je l'ai eu un peu après toute cette vague-là. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, il y a dans énormément de films que j'adore. Ah, mais c'est toujours Fincher en fait derrière. Donc c'est là où j'ai commencé à suivre au même titre effectivement qu'un Nolan ou d'un truc comme ça. Mais il y a quand même quelques étapes où je l'ai pas suivi du tout. Donc c'est pas non plus un impondérable pour moi, mais c'est un gars où je suis extrêmement curieux dès qu'il fait quelque chose. Maintenant, c'est pas le je vais adorer, j'en suis sûr. Et au niveau du top 3, c'est compliqué. Ça fait des semaines qu'on se dit qu'on fait cet épisode-là, et ça fait des semaines que je suis là. Non, le premier c'est Social Network. Non, le premier c'est Zodiac. Non, le premier c'est Social Network. Non, le premier c'est Zodiac. Donc je vais faire un top 1-2 parce que vraiment ça marche. J'ai toujours pas réussi à déterminer lequel j'aimais le plus. Et le 3 c'est toujours aussi compliqué parce qu'en vrai Gone Girl je le trouve magnifique. Millennium, je l'ai découvert hier soir. Waouh, c'est d'une violence, mes aïeux. Il y a des scènes, en plus je l'ai vu avec ma sœur où globalement les scènes de viol. Un bon film familial, ouais. Ah ouais, mais globalement ma sœur avait envie de gerber. Moi je me suis à peu près incrusté l'intégralité de mes mains derrière le crâne avec les ongles bien enfoncés. Une horreur. Mais je crois que juste pour pouvoir le citer, parce que je l'ai vu quand j'étais ado, il m'avait pas laissé une grande empreinte, et quand je l'ai revu là récemment pour la préparation, je me suis dit, ah mais en fait c'est un vrai grand film, c'est Panic Room, où vraiment j'ai rien eu à lui reprocher derrière, quoi. Et limite j'ai envie de me mettre une claque derrière la tête de l'adolescent que j'étais, qui l'a regardé et qui l'a pas retenu, quoi. Non, c'est une tuerie, quoi. Il y a aussi qui était sorti juste après Fight Club et dans la série Seven, Fight Club, The Game, etc. Et que tout d'un coup il y avait quelque chose d'un peu moins peut-être démonstratif. Ça retombait un petit peu, ça allait moins. Mais je le trouve d'une intelligence quand même dans sa progression, dans son rythme, dans sa mise en scène. Donc je mets un Panic Room juste pour pouvoir le citer. Avec Kristen Stewart, non? Avec Kristen Stewart qui joue la gamine. Ouais. Premier rôle, ou en tout cas un de ses premiers rôles. Et Jared Leto, et Forest Whitaker, et Jodie Foster, il y a du monde quand même. Il y a un beau casting. Et tout le monde joue extrêmement bien. Donc moi je saurais pas dire non plus où ça a commencé, parce que ouais, à l'époque, le moment où j'étais en âge de commencer à voir des films de Fincher, on va dire début des années 2000, quoi, je sais qu'il y avait les cassettes de Panic Room et de Seven qui ont beaucoup tourné. J'ai beaucoup vu Panic Room quand j'étais gamin, mais énormément aussi Seven, donc ça se joue à peu près de ce ordre-là. J'ai découvert The Game et Alien 3 un petit peu plus tard. Mais et Zodiac encore un petit peu plus tard, même s'il y avait ce truc de ce film, il y avait une espèce d'aura de ce film un peu que j'arrivais jamais à trouver, même en cherchant un peu sur les internets et tout, et j'ai découvert assez tard, et j'ai eu la chance de le voir le week-end dernier au cinéma en 35 mm, enfin dans de super conditions. J'en ai enchaîné plusieurs aussi que j'ai revus, mais ensuite en gros à partir de Benjamin Button, en fait je les ai tous vus au cinéma derrière, et c'était vraiment un truc à ne pas manquer, quoi. Donc voilà, moi c'est pareil, c'est un rapport assez je vais pas dire obsessionnel, mais en tout cas c'est un réalisateur que je mets très très haut pour toutes les raisons qu'on va évoquer plus tard, mais parce que d'une manière générale il trouve toujours le moyen de mettre sa patte sur un de ses films sans que ce soit vraiment discernable. Enfin il y a pas de truc qui te fait dire absolument un mouvement de caméra ou quelque chose qui te fait dire ah oui ça c'est Fincher, c'est évident, mais quand tu regardes un de ses films tu sais que c'est un de ses films très très tôt. Peut-être l'éclairage un peu. Oui, non, mais complètement, ça rentre aussi dans ligne de compte, hein. Il y a toujours l'impression qu'il y a une chape de plomb sur son histoire, sur ses personnages, sur la ville. Il y a toujours dans ces nuances de bleu-gris avec un petit peu de jaune qui ressort. Enfin, il y a une vraie marque Fincher, et qui est pas de l'ordre du gimmick ou de quelque chose qui peut être caricaturé. En fait, tu peux pas caricaturer Fincher. Quand ma copine m'a posé cette question-là, parce que du coup je l'ai embarqué, on a regardé Panic Room ensemble, où je lui ai pointé du doigt le fait que c'était une sacrée révolution, cette caméra libre sur les débuts de la 3D, etc. Quand ça traverse la cafetière ou les trucs comme ça. Et du coup après elle me disait mais du coup c'est ça la patte de Fincher, ces trucs, cette caméra libre, etc. Alors non, pas tout à fait, non, c'est que pour ce film. Par contre je dirais la patte de Fincher c'est des psychopathes. C'est des psychopathes. Oui, voilà. C'est juste tu suis des psychopathes, mais avec curiosité. C'est vrai que j'avais sans jugement. J'avais pas fait le lien là, de ce que tu disais sur la caméra de Panic Room. Mais c'est vrai que déjà dans Alien 3, il y a ce côté de la vue subjective de l'alien qui court au plafond, donc où les passe plans sur le impossibles, mur, en fait. et qu'on voit justement la caméra qui se retourne et ce genre de choses avec une vision un peu brouillée, stylisée de ce que
il a imaginé être la vision d'un alien. Mais c'est vrai qu'il y a ce rapport-là quand même qu'on C'est retrouve pas trop après. C'est quelque chose que je trouve assez génial et c'est un des trucs qui me fascine le plus dans le cinéma de Fincher, c'est que tu viens de me parler de ces plans de Panic Room où effectivement on passe dans l'anse de la cafetière et tout ça, on fait des plans impossibles. Alors il faut savoir ça sur David Fincher, c'est que dans chacun de ses films, il y a beaucoup plus d'effets numériques que dans les Star Wars et tout ça. Sauf qu'on ne les voit pas, c'est des effets numériques qui sont faits pour être oubliés, pour ne pas être vus. Du réel. Par exemple, si vous vous souvenez de la première scène de Zodiac, qui est une scène qui se passe dans une voiture de nuit en extérieur, deux amoureux qui se chopent un peu sur les places avant, et puis le tueur qui vient les dessouder. Toute cette scène est filmée en studio sur fond vert quand même. C'est génial d'imaginer ça, quoi. Je le découvre là, ouais. Bah ouais. Ça se voit pas du tout, quoi. Et ça se voit absolument pas. Donc tous ces effets numériques qui sont utilisés chez David Fincher sont des effets numériques pas du tout pour être vus, mais pour pouvoir recréer exactement l'époque à l'identique, etc. Mindhunter, sa série, c'est pareil, il n'y a pas un plan sans qu'il y ait des arbres refaits numériquement parce qu'ils étaient là à l'époque, un coin de trottoir redessiné parce qu'il n'était pas tout à fait comme ça, et tout ça. C'est vraiment la joie du travail numérique, quoi, qui s'invisibilise. Voilà. Au service du réel, quoi. Voilà, exactement. Et au service surtout d'une vraie obsession du détail. Ben voilà, on a commencé un petit peu l'analyse, on va y aller à fond dedans. Bah voilà, je vais citer les films. Donc on commence avec Alien 3, Seven, The Game, Fight Club, Panic Room, Zodiac, L'étrange histoire de Benjamin Button, The Social Network, Millennium, Gone Girl, Manque et donc The Killer cette année. Et ça c'est entrecoupé de 2 séries, on l'a dit. House of Cards à partir de 2013 qui met en chantier mais il réalise vraiment qu'un seul épisode, c'est le premier. Et ensuite Mindhunter entre 2017 et 2019 où il fait quand même 7 épisodes sur les 19 et il est beaucoup plus investi sur la création de la série. Donc une fois qu'on a listé tout ça, eh ben comment est-ce qu'on peut malgré tout essayer de déterminer le cinéma de David Fincher et d'essayer de trouver un peu des grands ensembles où il y aurait malgré tout des rapprochements à faire entre tous ces films, entre toute sa carrière. Oui, Manro, vas-y. Non, je voulais pas te couper. Ah d'accord. Mais effectivement, je voulais prendre la parole. Je l'ai peut-être fait de manière un petit peu trop non, mais démonstrative. tu as levé ça non plus, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais tu as levé ta main comme un bon élève, c'est très bien. C'est l'habitude du blind test où il faut dire son nom. Les enfants sont merveilleux. En voyant la filmographie avec les dates, etc., il y a quand même des époques qui sont assez marquées. Je sors Alien 3 encore une fois, qui était vraiment les premières armes, mais on a vraiment une section Seven, The Game, Fight Club, Panic Room, puis tout d'un coup de respiration avec un triptyque Zodiac, Benjamin Button, Social Network, pour arriver après à des films un peu plus disparates comme Millennium et Gone Girl, et depuis juste du Netflix. Et il y a vraiment un peu ces étapes, je trouve, qui sont assez marquantes dans ce que raconte et l'aboutissement même du cinéma, parce que Social Network et Zodiac, vous l'avez dit, ça fait partie de... Il y a 3 ans qui les séparent, mais si on enlève Benjamin Button, qui est un peu à part peut-être dans l'ensemble, mais ces deux-là, ils ont une façon de faire et c'est des chefs-d'œuvre dans le sens de... Il y a tout Fincher, il y a quelque chose qui... Je trouve qu'il y a une cohésion entre les deux aussi, quoi. C'est dans le flou de ce que ça raconte, mais qui en même temps pointe des choses dans le récit à travers la vision d'un personnage un peu clé. Enfin, voilà. Et je trouve que voilà, il y a ce découpage qui peut être déjà un peu observé. Il a complètement décollé dans les années 90. Tu as dit, bon, Alien 3, c'est pas son film, c'était une expérience de studio un peu traumatisante, mais à partir de Seven et voilà, pour les 3-4 autres qui ont suivi, il a commencé justement à avoir... on a commencé à lui donner un peu de crédit en tant qu'auteur, en tant que vrai réalisateur et pas juste un mec qui a été parachuté sur un projet. Parce que avant même d'être réalisateur, c'était un gros réalisateur de pubs et de clips. Et il a fait partie de cette école propaganda avec Michael Bay ou même Ridley Scott. Enfin voilà, ça fait partie de ces mecs-là qui ont dû un petit peu lutter pour se faire un nom en tant que vrai réalisateur de cinéma et pas juste justement de mecs à gimmick, à clip, quoi. Donc je sais plus trop où est-ce que j'allais avec tout ça, mais tout ça pour dire que il y a eu ces débuts qui ont déjà vraiment marqué très très fort, quoi. Ces débuts, ça donne plusieurs choses intéressantes qu'on va retrouver dans son cinéma après. Déjà, il faut savoir qu'il a commencé chez Lucasfilm à faire les petits effets numériques de Indiana Jones.
Et c'est génial de l'imaginer jeune à faire les effets numériques d'Indiana Jones, par exemple. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le Temple Maudit, ce moment où ils sont sur une espèce de corniche après toute la course en wagon. Avec l'eau qui sort de la falaise. Sort et tout. Et donc c'est lui qui travaille sur cette séquence-là, qui est une séquence qui, 40 ans plus tard, bah, ça se voit qu'il y a des effets numériques, mais ça reste valable, ça reste ok, quoi, ça passe. Et donc c'est cette obsession du numérique, on va la retrouver dans tout son cinéma après. Le fait de travailler sur des formats courts, des pubs et des clips et tout, ça aussi, ça explique vachement son obsession du moindre plan. Parce qu'au début, bah, le moindre plan, dans un format de 30 secondes ou d'une minute, ça compte vachement. Donc il adapte sa manière de faire, sa patte du format court au long métrage. Donc on peut imaginer le taré que ça va être. De se dire chaque plan compte, chaque plan il doit être parfait, quoi. Quand tu veux te faire un nom et que t'as que 1 minute 30, tu ça. laisses pas passer le moindre détail, quoi. Exactement. Et puis vous pouvez voir ces clips, encore les clips les plus célèbres de Vogue, de Madonna à comment s'appelle ce groupe, Perfect Circle, où il a signé un clip qui s'appelle Judith. En 2000 ou en 2001, je crois. Il a bossé un peu avec Nine Inch Nails, voilà, notamment exactement. sur Only, qui est un clip 100% numérique aussi. Voilà, et si vous regardez ces clips et ensuite vous regardez les films, vous vous dites, bon, ouais, il a appris là, ça c'était son labo, et ensuite il a mis sur grand écran, quoi. Mais même quand on va plus loin, quand on prend un film comme Fight Club, il y a des séquences entières où on pourrait presque être dans une pub. Alors justement, ça déforme les choses, mais la pub Ikea, quand on voit Edward Norton en train de se déplacer dans son appartement et qu'en 2-3 plans, 2-3 choix de rythme et de montage et de voix off, on a quelque chose qui vient de l'univers de la pub et qui justement est là pour le dénoncer. Enfin voilà. Mais on va pas refaire Fight Club, mais il y a vraiment comme ça, on sent qu'il y a ça. Mais je pense qu'il y a un truc qui est marquant avec Fincher, mais qu'on oublie parce que ça fait partie d'un grand truc où en fait ces films sont vraiment maîtrisés de bout en bout, mais il n'existe pas un film où il n'y a pas ce que j'ai envie de dire gimmick juste pour la compréhension de la chose, mais qui est vraiment en fait un détail, un plan où il a vraiment taffé de ouf dessus, et même si c'est que 30 secondes du film, bah, tu vois le génie du gars, quoi. On parlait de la caméra impossible, on parlait des plans Ikea ou des trucs comme ça. Si sur le reste on peut admirer le souci du détail du gars, il y aura toujours dans chacun de ces films un plan, un moment où c'est le moment frappe, quoi. C'est le moment j'ai vraiment tout mis là, et ça peut être un détail infime, mais qui fonctionne à la perfection, et sans lui ça aurait pas été aussi beau, quoi. Mais il s'est fait en plus une réputation du cinéaste qui demande à refaire toujours le même plan, à demander énormément de retake. Là on l'a refait et tout. Je suis en train de lire un livre, j'arrive à un pavé de 500 pages publié chez Third Edition par Stéphane Boulet sur l'œuvre de David Fincher, et il parle effectivement d'une scène notamment où il a demandé, j'ai plus des dizaines de reshoot. C'est juste Jake Gyllenhaal dans Zodiac qui lance un carnet sur le siège arrière de sa voiture, et rien que ça il l'a fait, je sais pas, 50-60 fois, quoi, parce que lui-même, dans sa façon de voir les choses et de penser son plan, le carnet devait être lancé d'une certaine manière, arriver à tel endroit, et voilà, et pas autrement, quoi. Donc c'est aussi quelqu'un qui a travaillé lui-même ça, cette réputation d'énorme de faire beaucoup bosser les gens autour de lui, quoi. Il y a une citation de David Fincher que je trouve géniale pour qu'on se représente comment il travaille. C'est pas mot à mot, mais l'idée c'est ça. Il disait, quand j'arrive sur un tournage, il y a à peu près 36 manières différentes de mettre en scène ce que je veux mettre en scène. Et puis après, quand je réfléchis, quand je bosse et quand j'y pense, je réduis ce chiffre jusqu'à 2. Et sur ces 2-là, il y en a une qui est mauvaise et une qui est bonne. Ça marche, hein, dire. Mais pour ajouter justement à tout ça, c'est que je pense que là où on voit aussi la minutie de Fincher, c'est dans le montage, en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de réalisateurs qui s'arrêtent au in-cam et à ce qu'il y a, et après bon, ils ont des monteurs phares, on va dire. Fincher, il se fait chier aussi sur le montage, et il est vraiment perturbé là-dessus, et je pense qu'un bon exemple de ça, c'est justement l'intro de Social Network, où là oui, pour le coup il oui. y a une science du plan qui est incroyable. C'est pour ceux qui ne l'ont pas forcément vu, ou qui veulent s'en rappeler, c'est les 3 minutes de dialogue en intro où il se fait larguer dans un bar, entre etc. Marc et Erika.
Voilà. Et le truc, c'est que ce dont on se rend pas forcément compte, c'est que pour chaque personnage, il y a 3 caméras différentes avec 3 valeurs de plan différents, qu'il y a tous les acteurs derrière qui sont pas vraiment des acteurs mais des étudiants du bordel, qu'ils ont dû refaire la prise au moins 30 fois par personne, et qu'en fait le dialogue est monté, enfin pas monté mais tourné vraiment sur un seul plan, donc les acteurs doivent se répondre, c'est pas comme si on prenait une face puis l'autre. Et dans toutes les valeurs de plan de ce montage-là, on peut voir en fait la relation de puissance qui fluctue entre Erika Albright et Mark Zuckerberg, les deux personnages, où selon qui attaque, va y avoir un plan beaucoup plus serré, celui qui prend l'assaut va plutôt être retiré, etc. Et c'est là où on voit vraiment la minutie et le génie de Fincher dans tous ces petits détails qui, quand on les regarde, en fait, sans y réfléchir, on les ressent de manière scénaristique. Mais après, quand on étudie vraiment les plans, on se rend compte que tout était fait pour qu'on arrive à cette conclusion-là. Et il y a 14 000 analyses sur YouTube de ces plans-là, et c'est pas pour rien, quoi. Oui, et puis tu rajoutais même sur le souci du détail, après le tournage, ce qu'on appelle la post-production, il y a aussi le montage, mais il y a aussi parfois une espèce d'assemblage numérique. Donc tu peux avoir, même sur un plan d'ensemble où il y a 2 acteurs, il va parfois prendre la prise d'un acteur qui va juger la meilleure sur un plan, et ensuite il va se dire non, l'autre a été meilleur, le moment où il a été meilleur c'était sur un autre plan. Donc il va aller faire une espèce de montage et de découpage et collage numérique pour aller chercher un acteur sur une prise et l'autre sur une autre prise, et composer comme ça, parce que lui juge comme étant le meilleur plan où chacun a été le meilleur. Et donc on peut ça c'est complètement invisible évidemment à l'œil nu, et tu peux pas le détecter, tu peux pas le savoir en tant que spectateur, mais parfois on a devant nous des scènes qui n'ont pas existé du tout, à savoir parfois même si un acteur parle mais qu'on voit pas forcément bouger ses lèvres, il peut avoir chopé la prise audio de la même manière sur un autre plan pour la coller sur celui-ci. Enfin voilà, c'est le souci du détail. TLDR, absolu, Fincher est clairement sur le spectre. Non mais voilà, il va chercher tout ce qui selon lui compose le meilleur film possible, quoi. Voilà. Alors, vous parlez de minutie, moi je vais parler presque d'obsession, et je comprends, enfin je sais pas, je le comprends là, mais c'est vrai que on peut admirer une sorte de parallèle entre David Fincher et sa méthodologie de travail, et peut-être son identité, je le connais pas personnellement, et pas mal des héros et des personnages qu'on peut croiser quand on voit juste The Killer, dont on parlera tout à l'heure. Ce côté très clinique, tu disais dans ton article, Flag. Oui. Il y a un vrai parallèle avec l'astreinte mentale et que Fincher s'impose et impose du coup à ses équipes. C'est complètement une autobiographie, ce film. Enfin, on le verra, mais en plus, c'est d'autant plus marquant que tu as lu la BD ? J'ai lu les 4 premiers tomes. Ouais, ouais, voilà. Je pense que j'ai fait le premier cycle. Mais on voit bien qu'il a adapté pas du tout fidèlement. Non, il y a un gros boulot là-dessus. Ouais. Il a pris un personnage et puis il en a fait lui-même, au fait. C'est génial, c'est même génial d'imaginer que... Vous vous rappelez dans Gone Girl, cette scène où il y a l'avocat qui est incarné par Tyler Perry, qui dit à Ben Affleck, à chaque fois que tu vas me donner une mauvaise réponse, je vais te jeter un nounours sur la gueule. Ouais. Et les nounours, ils sont numériques. Évidemment. Pour qu'ils rebondissent parfaitement. Oui. Ouais. Et je crois qu'il y avait même cette histoire, pour revenir juste une dernière fois et boucler là-dessus, sur même dans la scène, donc du coup après cette intro de Social Network où on suit Marc qui se balade dans le campus, il y a un petit peu de neige, c'est un petit peu le début de l'hiver, il y a un petit peu de neige qui tombe, ça c'est pareil. Chaque flocon, chaque placement et chaque déplacement de flocon était rajouté en post-prod numériquement pour arriver à composer, encore une fois, le meilleur plan possible. Et moi je voulais aller dans le sens d'Otax pour souligner que cette scène inaugurale de The Social Network, heureusement qu'il l'a refaite 836 fois, et heureusement qu'elle est parfaite, parce que tout le film tient là-dedans, en fait. Ouais. Si cette scène-là, elle est pas réussie, le film il est niqué derrière, donc il faut qu'elle soit parfaite. Mais il y a justement ce truc chez Fincher qui est très chirurgical, je pense qu'on l'a très dit, mais du coup, je trouve que quand il s'en éloigne, ça marche pas du tout. Alors je suis désolé, du coup Menro, je vais aller contre toi là-dessus, mais pour moi justement un des films de Fincher qui j'ai pas du tout réussi à accrocher, c'est L'étrange histoire de Benjamin Button. Ouais, je suis un peu pareil. Parce que dans justement là où je le trouve absolument brillant dans le fait de montrer la précision chirurgicale d'un personnage qui est psychopathique, clairement. Dans L'étrange histoire de Benjamin Button, j'avais un peu l'impression de voir Fincher essayer de faire Forrest Gump, ce côté un petit peu mielleux, tu vois, d'histoire d'amour et trucs comme ça avec un twist, tu vois.
Mais ça marche pas, bro. Enfin, c'est comme si un petit robot avait essayé de montrer qu'il avait un cœur. Bah oui, mais t'es toujours un petit robot, hein, c'est mignon, mais non, ça marche pas, quoi. Mais c'est pour moi le pas de côté de Fincher. Hein. C'est le film complètement à part dans sa filmographie, qui est beaucoup plus lumineux, qui traite d'un personnage qui est pas forcément acteur non plus de ce qu'il fait, mais qui, un peu comme Forrest Gump, tu l'as dit, mais avec le côté un peu débilos en moins, quoi. Mais bon, voilà, je pense que c'est peut-être sûrement celui qui peut-être divise le plus dans sa filmo, dans le sens où si t'es très attaché à Fincher, tu te demandes un peu ce que ça fait là. Alors, Quoi. Lumineux, on parle quand même d'une histoire d'amour impossible qui est vouée à l'échec à partir du moment où. Même au niveau de la photo, je parle plutôt. Tu vois, c'est un truc. Il y a une scène où ça marche, justement, où c'est beau, où il y a une scène de beau. C'est en gros, hein, c'est l'histoire d'un gamin qui naît vieux et qui va rajeunir jusqu'à la fin du film, là où les personnages qui croisent, et notamment son love interest qui est joué par Cate Blanchett, elle a une vie normale, donc elle naît jeune et elle finit vieille. Donc leurs courbes se croisent au long du et film. il y a forcément un moment où elles se croisent, et là c'est le moment du beau, mais tout le reste c'est abominable. Hein. On retrouve quand même certaines marques de fabrique, on retrouve l'utilisation d'une voix off, on retrouve l'obsession numérique qui fait rajeunir Brad Pitt pendant tout le film, et même si je suis d'accord avec Otax, il y a quand même 2 ou 3 moments dans ce film qui sont d'une puissance tellement forte que c'est un peu déroutant. Déjà, quand tu retrouves Brad Pitt au moment où il est jeune et au moment où il a commencé sa carrière, ça, c'est incroyable. Et on découvre son visage, on a presque un mouvement de recul en tant que spectateur. On se dit, par quelle magie, quoi. C'est en Tibet, les gens d'automne, de Queen River, et tu te les prends dans la. En fait, je pense que c'est où ça, peut-être. C'est que j'ai vécu ces films-là à l'arrivée de Brad Pitt au cinéma en tant que belle gueule, et qu'il a fallu des Seven ou de l'Armée des 12 singes pour me dire, il y a un acteur derrière cette belle gueule. Ouais. Et là, tu te retrouves avec l'archétype du Brad Pitt jeune. Qui explose à l'écran. Moi, c'est un truc, c'était incroyable. Et puis, tout simplement, cette idée des amants qui termine sur un plan de dos où elle est très vieille et elle tient par la main un petit enfant qui apprend à marcher presque, quoi. Enfin, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une idée qui est très touchante. Et on retrouve aussi ce truc d'adapter très librement, hein, puisque c'est un bouquin de F. Scott Fitzgerald. Et que si vous lisez la nouvelle L'étrange histoire de Benjamin Button, rien ne ressemble moins à l'étrange histoire de Benjamin Button que l'étrange histoire de Benjamin Button. Quoi, enfin. Mais j'ai une question pour vous, justement, parce qu'on parlait justement de Brad Pitt qui avait été pris sur Seven quelque part un peu en contre-emploi de comment on le connaissait dans ces trucs-là. J'ai l'impression, et là je sais pas, donc je me tourne vers vous, que chez Fincher, il y a aussi cette idée de faire ressortir certains talents qu'on n'avait pas vus. J'ai l'impression que quand les acteurs passent dans la machine Fincher, il se passe quelque chose, quoi, où il y a un virage dans leur carrière, un truc comme ça, non ? Je crois pas que ce soit qu'il soit très intéressé par la direction d'acteur, donc je suis pas forcément sûr de ça. En revanche, il a pas du tout de côté acteur fétiche que tu peux avoir chez certains. Il prend, encore une fois, c'est de la même manière qu'il compose ses plans ou ses films, il va prendre l'acteur qui juge le meilleur à ce moment-là. Mais c'est pas pour autant que Brad Pitt, quand même. Oui, Brad Pitt, oui, et aussi parce qu'ils sont devenus très potes en dehors. Donc après, Brad Pitt, il a fait 3 films avec lui, ce qui est conséquent quand on a fait que 12, mais pas non plus de l'ordre d'un Scorsese de Niro ou Scorsese DiCaprio. Pas Nolan, voilà, c'est pas non toujours plus les mêmes gars, quoi. Exactement. Donc après, il y a cette qualité je pense malgré tout si tu joues dans un Fincher, c'est aussi une case à cocher sur un CV d'acteur, hein. Mais il y a peut-être Rooney Mara qui l'a gardé aussi comme ça, qui c'est 2010-2011 où vraiment on la voit exploser chez Fincher, là il va faire sa carrière un peu derrière. Mais je sais pas, je suis pas forcément. Quelle carrière de quelle carrière Oui, enfin en tout cas, la carrière de Rooney Mara est un truc que je ne m'explique pas. Comme très quoi, bien, finalement, en dehors de Fincher, c'est plus compliqué. Mais ouais, je sais pas, c'est pas forcément un cinéma d'acteur à proprement parler, je dirais, le cinéma de Fincher. Mais quand même, tu disais c'est une belle case à cocher pour un CV d'un acteur, mais c'est une case difficile à cocher aussi. Parce qu'il faut quand même se rappeler que quand tu as face à toi un mec qui te dit « Alors ce plan-là, on va le refaire 36 fois », faut avoir quand même les nerfs hyper solides, tu vois. Donc je pense que tous ces mecs, Gyllenhaal ou comment s'appelle-t-il, Tony Stark qui a fait Robert Downey Jr. et tout ça, sont des gens qui volontiers s'essayent au cinéma de David Fincher, mais qui sont des gens aussi d'un professionnalisme infini
Parce que, enfin, moi, tu me fais faire ça, je pète les plombs au bout de 2 secondes. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que finalement il y a peu d'acteurs récurrents dans son cinéma. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de retravailler avec lui après avoir déjà fait un film. C'est possible aussi. Non, mais je repense tout simplement à Edward Norton qui, d'après les gens qui ont bossé avec lui, est décrit comme quelqu'un qui aime bien justement s'approprier un projet, changer les lignes, changer la vision, etc., etc., et qui a eu des déboires et a été un peu mis au banc d'Hollywood à un moment à cause de ça. Imaginez face à un Fincher dans Fight Club, comment il a pas dû moufter. C'est assez cocasse. Mais ouais, j'imagine qu'il y a aussi quelques acteurs qui ont dû refuser le truc juste pour la réputation du gars, en fait, quoi. Alors, ok, faire un Fincher de ouf, mais je veux pas me taper ça à chaque plan, quoi. Peut-être qu'il y en a qui ont pas, effectivement, qui sont eux-mêmes retirés en disant non, c'est pas mon délire. Mais bon, c'est surtout lui qui s'astreint à ça, quoi. Après, lui est totalement contemporain. Alors, on est en 2023, d'accord, mais je veux dire, cette méthodologie-là, il me semble que c'est aussi celle de Kubrick. Enfin. De faire refaire et refaire dans le détail. Ouais, mais c'est pas plus. Enfin, j'ai l'impression que par rapport à Fincher, ça va pas être non plus dans le comportement de pousser les acteurs à sortir quelque chose qui est là en toi et à limite à les violenter physiquement, quoi. Je pense c'est plutôt Friedkin. Ouais, voilà. C'est pas non plus cette école-là. C'est vraiment. Moi, j'ai un truc en tête. Tu vas faire en sorte que d'arriver à ce que moi j'ai envie de. Tu vois la page ? Tu fais la page. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais en revoyant The Killer hier, je me suis dit, je pense même qu'il les incite plutôt à être dans la retenue plutôt que dans l'extériorisation. Tu vois, ouais. Imagine-le avec personne qui pète les plombs, vraiment, c'est rare des gens qui pètent les plombs. Imagine-le avec Daniel Day-Lewis, mais le choc des titans, tu vois. Enfin, ça serait horrible. Il a quand même réussi à tourner avec Jared Leto. Hein. C'est quand même génial de voir dans The Killer qu'il a demandé il a manifestement demandé à Michael Fassbender de jamais cligner les yeux. Super chiant de tourner sans jamais cligner les yeux. Mais après, Fassbender, c'est le genre de gars où, pour le coup, lui, c'est les défis de « Ah oui, bien sûr, il n'y a absolument aucun problème. Tu veux pas que je joue à l'envers aussi ? Ça me va. Moi. » De toute façon, plus personne me donne quoi que ce soit. Oui, monsieur Fincher, je ferai comme vous avez dit, monsieur Fincher. On a parlé côté numérique, côté acting, il y a quand même quelque chose qui caractérise aussi son cinéma, c'est que chacun vraiment, enfin aucun justement de ses personnages ou même de ses histoires, enfin c'est assez rare, peut-être à part Panic Room qui est beaucoup plus justement manichéen, c'est là où je vais vous emmener. D'une manière générale, le cinéma de Fincher c'est complètement celui des zones de gris, quoi, et pas que au niveau de la photo, mais dans ce que ça raconte d'une manière globale. Oui, parce que tu prends même dès le début avec The Game en 97, donc on rappelle, c'est Sean Penn contre Michael Douglas, avec Michael Douglas, les deux qui sont deux frangins, l'un qui propose une sorte de jeu, et on sait jamais si c'est le jeu de la mort ou si c'est vraiment un coup monté. Alors je vais pas spoil ici pour les rares qui l'ont pas vu, parce que ça reste un film qui a une révélation à la fin, comme les films de Shyamalan, etc. au début, mais on peut voir ça. Et moi, je vous avoue qu'à l'époque, j'ai vu ça. Mais avec le recul, il y a quand même tout un discours autour du suicide du papa de Michael Douglas. Enfin, alors pas de Kirk Douglas, mais du personnage. Et il y a quelque chose c'est un personnage hanté par le suicide de son père, qui est quand même un self-made man. Et il y a dans le fait que lui, à la fin, décide de se jeter ou de pas se jeter, il y a quelque chose de quand même assez viscéral dans les traumas qui sont transmis par une génération avant, et en plus dans l'iconographie. Depuis que maintenant j'ai fini Succession, franchement le générique de Succession, ils se sont inspirés de la même réflexion, mais pareil, malade, quoi. C'est incroyable, tous les plans comme ça quand il rentre. Je me souviens dans sa Rolls, là il a son chauffeur, il avance dans sa propriété, il franchit le portail, il arrive dans l'allée avec les arbres, et il y a des plans où il regarde le toit de la maison et on sait que son père s'est jeté de là-haut et on le comprend, etc. Et il y a ce poids comme ça à travers un homme hyper seul, hyper accompli de forme. Donc voilà, dès le départ il y avait déjà quelque chose d'assez épais, quoi. Puis d'une manière générale, même Alien 3, pour le coup, sa version, même si c'est pas lui qui a écrit le scénar, c'est jamais lui qui a écrit ses scénarios d'ailleurs, et il y a eu 1 milliard de versions d'Alien 3, et ça c'est un bordel sans nom, même avant qu'ils soient rattachés au projet, mais on a presque envie de dire que c'est pas tellement l'alien le méchant, que à la fin il y a la grande corporation qui arrive et puis qui veut en gros vous m'éliminez tous les gens qu'on vu, voilà, on veut garder absolument aucune trace de ça, etc. Enfin, même à partir de là il arrive à te créer une histoire qui est beaucoup plus ambivalente que ce qu'on a pu avoir avant. Seven, évidemment, ça va chercher dans la noirceur absolue, mais au final même le héros arrive à être perverti par ça. Enfin, c'est
c'est toujours c'est jamais le bien absolu contre le mal absolu non plus quoi. Alors, pardon. excuse-moi. Non, j'allais en rajouter une couche pour être honnête, c'est que c'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de Fincher, c'est qu'il a tendance à nous présenter on va dire dans le premier acte, des persos où n'importe qui se dirait ok, méchant, gentil, voilà, donc on sait que c'est dans cette case-là, etc. Et quand t'arrives à la fin du film, c'est genre alors attends, parce que en fait le gentil c'est quand même un salaud, mais alors attends, parce que le méchant, je comprends très bien ses motivations aussi, alors mais attends, à la fin, parce que le méchant à la fin il a fait un truc un peu gentil et le mec gentil il a fait un truc, qu'est-ce qui se passe en fait, genre il n'y a pas de morale en fait, il n'y a pas de ce cinéma américain de le gentil vainc le méchant, etc. Il y a vraiment, quand tu sors d'un film de Fincher, cette moiteur de la vie telle qu'elle est quoi. C'est voilà, c'est des fois c'est dégueulasse de vivre, des fois il y a des gens chelous, enfin, et c'est comme ça, c'est tout. Mais alors si parmi nos auditeurs il y a des gens qui ne connaissent absolument pas le cinéma de David Fincher, faut quand même leur expliquer que par exemple c'est un mec qui est capable de te faire un film sur une enquête policière qui va durer 3 heures et où à la fin tu sauras pas qui c'est qui a fait le coup. Tu vois, tu seras sûr à 95%, mais c'est pas suffisant pour avoir une certitude absolue. Donc c'est ce type de frustration là qui s'est engendré. Et alors le nec plus ultra de ce sentiment de faire une erreur 404 dans son cerveau, c'est Gone Girl quoi. Un film qui commence et qui termine par le même plan, et ce qui se passe entre les deux te perturbe à un point où tu te dis mais qui est gentil, qui est méchant là-dedans, qui est légitime, qui ne l'est pas, qui a raison, ah là 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 là, c'est une prise de gueule totale. Même à la fin de Seven, on se demande, c'était le propos de mon article, on se demande si c'est pas plutôt le psychopathe qui a raison quoi. Enfin bon. Mais c'est clairement ça, c'est des études de personnages quasiment à chaque fois, et c'est pour montrer tout ce qui peut se trouver derrière une espèce de façade, derrière la même. Enfin, je pense que Gone Girl c'est le meilleur exemple par rapport à ça de personnages fincheriens, c'est-à-dire que dès le début, sans spoiler malgré tout, mais j'espère quand même que vous avez vu Gone Girl, il est dispo absolument partout en plus, donc voyez-le. Mais dès le début, on nous présente celle qui est censée vraiment être la disparu. Qui a disparu, mais que par rapport à ce qu'on nous présente, c'est la jolie petite fiancée de l'Amérique, enfin voilà. Et puis lui, on comprend petit à petit que finalement il est pas tout blanc là-dedans. Non seulement il est pas autant marqué, mais en plus il a pas été tout à fait réglo dans son couple. Et finalement, il y a une espèce de renversement et la fin, la toute fin, la décision qui est prise, le fait, c'est vraiment l'idée de non, aucun couple, aucune personne n'est vraiment ce qu'il semble être, et il y a toujours, même à travers la personne la moins soupçonnable, une espèce de noirceur qui peut ressurgir de façon complètement dégueulasse quoi. La paix des ménages. Ah ouais. À la fin, c'est ce qu'il faut pour la paix des ménages, mais jusqu'à quelle extrémité on va quoi. Il y a un truc je viens de tilter au milieu de cette conversation, ça va être un petit peu chelou, ok, mais suivez-moi un tout petit peu. Dans le dating game que j'ai quitté il y a peu, tu vois, il y a toujours eu cette idée de les meufs, si vous êtes face à un gars dont le film préféré c'est Fight Club, fuyez. Et je viens de me rendre compte que de l'autre côté, genre les gars, si le film préféré de la meuf c'est Gone Girl, fuyez. Les deux c'est David Fincher. Donc, comme ça, on est bon. Oui, et puis pour le coup, Gone Girl, c'est pas tant de l'interprétation, mais ça va être de la façon dont mais même si Fincher ne prend absolument pas de camp, peut y avoir ce côté de Gone Girl, tu prends un camp. Et de la même manière que Fight Club fait sans doute partie des films les moins bien compris et les plus récupérés par toute une frange de la population qui n'a pas du tout compris ce que ça voulait dire, à peu près au même niveau que Starship Troopers ou Scarface, l'effet Scarface. Ouais, voilà, c'est un peu le même délire, sauf que il n'y a pas de réponse dans les films de Fincher, quoi. Il n'y a pas l'idée de montrer quelqu'un et d'être complètement déterministe sur le fait que lui c'est insérer n'importe quelle étiquette de votre choix quoi. Surtout Fight Club, c'est on te donne un héros, après on te dit le héros c'est plutôt un anti-héros, non c'est un méchant, et puis derrière celui que tu penses être le méchant, mais en fait non il y a un héros, et puis c'est un anti-héros, et puis en fait c'est le méchant, mais attends, parce que lui non il y a un héros. Et enfin, tu vois, c'est. Le jour où tu comprends que Fight Club est un film sur la crise de la quarantaine, c'est très violent, en fait. Mais c'est vrai. Il y a de ça. Écoute, je te donne rendez-vous dans 10 ans. On en reparle. Mais il y a déjà on parlait plutôt des héros. Enfin, moi, je repense même à Marie Zuckerberg. Ouais. Je dirais pas héros.
personnage principal. Ouais, enfin le héros fincherien, enfin en tout cas le protagoniste, voilà, fincherien, mais on pense, tu parlais justement de boucler la scène de Social Network qui boucle un peu tout le film. Il y a même un mec comme Mark Zuckerberg qui est présenté comme complètement antipathique. Il y a cette volonté quand même à la fin d'essayer de l'humaniser en le montrant comme un mec qui est finalement complètement seul et reclus et enfermé dans sa façon de voir le monde, mais qu'il en souffre quand même un petit peu, quoi. Que malgré tout ce qu'il est arrivé, à un moment donné, il a envie que la nana du début, elle l'ajoute en tant qu'amie pour signifier qu'elle l'a pas complètement oublié et qu'il est pas si seul que ça. C'est le mec qui se fait plaquer au début du film et qui ensuite construit de ses propres mains l'outil qui, dans la scène finale, va lui permettre d'appuyer sur F5 pour savoir si son ex va accepter sa friend request. C'est quand même incroyable, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc très personnel là-dedans. Mais après, c'est peut-être moi qui me fais des images de ce qu'est Fincher, etc. Mais il y a toujours un peu cette envie de trouver l'empathie et l'humanité vers des personnes qui sont très robotiques, justement. Et les études de personnages, il y a des fois où j'ai l'impression qu'il y a ce côté Fincher ultra robot qui cherche quand même l'amour pour être très grandiloquent, tu vois, qu'on retrouve dans beaucoup de choses, tu vois, ou au contraire qu'ils les perdent dans leurs obsessions. Je pense à Zodiac, par exemple, avec le personnage joué par Gyllenhaal, où déjà, de base, quand il démarre, il est super, il est spécial, même s'il n'est pas méchant, il est juste vraiment dans son trip et on te le présente comme ça. Mais il trouve quand même l'amour dans le film, puis après il se perd dans son obsession du truc, il perd tout, etc. Il y a une phrase dans le film qui justement résume un peu cette relation-là, c'est qu'en fait, dans le premier date qu'il a avec celle qui deviendra sa femme et la mère de ses enfants, Chloé Sevigny, tout de suite, il est encore dans l'histoire, et c'est le moment où le personnage joué par Robert Downey Jr. a un rendez-vous anonyme avec quelqu'un, et en fait, très vite dans la soirée, il finit par appeler Robert Downey Jr., avoir un peu de ses nouvelles, et ils vont chez lui pour savoir comment l'affaire va se dérouler. Et donc à la fin du film, elle lui dit un truc du style, en fait notre histoire c'est un premier date qui n'a jamais vraiment terminé, de la même manière que l'histoire de ce personnage-là avec le tueur du Zodiac ne s'est jamais terminée parce qu'il n'y a jamais eu de résolution, quoi. Donc il arrive à perdre malgré tout sa famille en se plongeant dans ses obsessions, en voulant arriver absolument à une espèce de vérité, et puis ça en fait un héros complètement imparfait, que tu as un peu envie de juger, mais que tu comprends d'une certaine manière. Il y a un truc qui est assez intéressant aussi à travers les personnages de Fincher, c'est que il y a des hommes, il y a des femmes, et quelque part, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que quelqu'un d'aussi fort et d'aussi important que l'évolution qu'il rajoute sur Ellen Ripley, alias Sigourney Weaver, que ce soit le personnage de Marla dans Fight Club, que ce soit le personnage de Millennium. dans Millennium, Gone Girl, on l'a dit, enfin à chaque fois il y a Daisy dans Benjamin Button. Kate Blanchett, on a aussi dans Gwyneth Paltrow dans Seven. Peu importe si c'est des histoires d'hommes ou des histoires de femmes, quelque part c'est pas le sujet, et je trouve que du coup, quelle que soit l'évolution des mentalités au travers des décennies, là pour le coup on s'en fiche un peu, et ça fait que les films sont toujours d'actualité, parce qu'il n'y a jamais eu de regard porté sur justement ce côté-là. C'est presque asexué quelque part. C'est pas un mec de la mode non plus, au texte, tu voulais dire. Pour moi, en fait, c'est un mec de l'intelligence. Et peu importe si l'intelligence est utilisée à des fins néfastes ou des fins positives, mais quand tu es face à un personnage de Fincher, même si c'est le mauvais, tu peux pas t'empêcher de respecter l'intelligence qu'il lui a fallu pour faire tout ce qu'il a fait dans le film, quoi. On peut autant penser à Seven que à Gone Girl pour aller du vieux au récent, tu vois, ou genre le psychopathe de Seven. Quand même, son plan, il a niqué tout le monde, quoi. Enfin, il s'est jamais fait avoir, sauf au moment où il voulait se faire avoir. La meuf de Gone Girl, tu fais, le plan, il est horrible. Mais quel foutu bon plan, quoi. Enfin, c'est bien fait, quoi, tu vois. Donc je trouve qu'il y a une admiration de l'intelligence, et c'est pour ça que je comprends aussi dans le cinéma de Fincher cet attachement au psychopathe, parce qu'il y a quand même dans la psychopathie, je ne connais pas le mot précis, mais il y a un certain degré d'intelligence et un truc malinois qui peut être particulièrement intéressant et qui le met superbement en scène. Je suis exactement d'accord avec ça. C'est le héros des films de Fincher, c'est pas des hommes, c'est pas des femmes, c'est une fascination pour la psyché, comment les fous pensent de manière folle, mais peut-être méticuleuse aussi. Moi, je pense qu'une de mes répliques préférées de tout le cinéma de Fincher,
c'est dans The Social Network, où vraiment ce protagoniste, c'est le mec le plus antipathique du monde, mais c'est aussi un mec génial. Et il y a un moment où, au milieu de cette espèce de procès qu'on lui fait, il y a une des avocates qui dit à son meilleur ami, alors vous avez investi $1,000 au départ, plus $18,000, donc on vous doit $19,000. Et là, il y a Mark Zuckerberg qui fait arrêtez tout, il prend un calepin, il fait une opération et il fait ah, j'ai la même chose. Et c'est une réplique d'une arrogance folle, et en même temps qui montre à quel point lui il est surintelligent et en avance sur tout le monde. Il y en a plusieurs de ce niveau-là dans The Social Network. Est-ce que j'ai toute votre attention ? Bah non, vous avez une partie de mon attention. Vous avez le minimum requis de mon attention. Moi, j'ai pas eu le temps de faire mon top 3, mais il est clairement tout en haut, Social Network. Et pareil, on l'oublie souvent. Alors, House of Cards, pour le coup, je trouve que moi je suis un peu passé à côté. Évidemment, c'est toujours difficile de parler de Kevin Spacey aujourd'hui, mais il y a aussi le rôle de Robin Wright. Mais il est moins, il a été très vite beaucoup moins impliqué de toute façon. Par contre, Mindhunter, moi vraiment Mindhunter, je le mets plus haut que certains films. Ah oui, moi aussi. Mindhunter, j'ai vraiment adoré. Je suis très triste qu'il n'y ait pas de suite a priori. Non, c'est fini, il n'y aura pas de saison 3. Et on parlait tout à l'heure, voilà, de la d'explication, la façon de présenter des personnages, la façon dont il a eu de remettre en avant et d'inspirer de la peur aux spectateurs ou aux spectatrices, juste par le non-dit ou la façon de filmer certains des psychopathes qui sont une manifestation de personnages qui ont existé. Hein. Moi, j'ai plus le nom du mec, mais quand le héros va dans la prison... Ed Kemper, c'est Kemper, ouais. Le premier gros... Et qui juste lui demande tu veux un sandwich? Il fait non, ça va, j'ai mangé. Non, tu veux un sandwich? Non, ça va, j'ai mangé. Il y a des sandwichs aux œufs et au thon à la cantine. Je peux avoir ce que je veux à la cantine. Ouais, mais j'ai pas faim. Je vais te demander ça. Et en fait, ce discours-là, avec le regard de poisson mort hein, que l'acteur qui joue Kemper arrive à faire, mais c'est surtout il arrive à te dire t'en veux pas, mais c'est moi qui décide. En plus, je te décide dans les détails de ce que tu vas faire. Et je t'ai signifié qu'en plus, j'avais des ouvertures à la cantine. C'est-à-dire que où que je sois, même en prison, c'est moi. J'ai du pouvoir, j'ai de l'influence, etc. Et en plus, il est colossal, donc il y a un rapport de poids physique comme ça. Cette scène, elle est glaçante. Mais en plus, Mindhunter, raconte rien. C'est génial parce que c'est exactement ce qu'expliquait Otax. Le projet de Mindhunter, c'est des gens qui perpétuellement vont voir des fous alliés pour leur parler et savoir à quel point ils sont intelligents. À mon avis, David Fincher, quand on lui a dit que un tel projet existait, il a dû dire oui, c'est pour moi. Voilà. Alors que c'est pareil, si vous lisez le livre, c'est le héros de la série qui vous explique tout ça, mais qui vous l'explique de manière hyper prosaïque. Il dit moi, je suis pas du tout fasciné par ces mecs. En fait. Oui, c'est ça. Moi, je m'en fous, c'est mon travail, mais je suis pas du tout fasciné par l'intelligence supposée de ces mecs-là. Je veux comprendre comment ils marchent et comment les trouver plus rapidement, quoi. C'est tout. Il y a des effets, alors c'est pas des effets de mise en scène, mais il y a des comme ça dans Mindhunter qui fonctionnent hyper bien parce que le héros donc vit une histoire d'amour un peu compliquée et à un moment il rentre chez lui et il y a cette scène où il y a sa nana qui l'attend sur le porche et qui boit un verre de vin et du coup à un moment on sent qu'il y a un malaise, on sait pas trop ce que c'est et elle lui dit bah puisque t'es si fort pour lire les gens, qu'est-ce qui se passe? Et là, il te sort dans les détails tout ce que toi t'as pas vu. Ouais, la bouteille elle est déjà entamée, t'as sorti qu'un verre, tu fais que, etc. Du coup, en même temps t'es gêné, tu cherches du courage pour me dire que tu veux casser, fait que ça s'arrête. Et voilà, il y a quelque chose comme ça qui est fascinant dans, ça va jusqu'au bout des dialogues, hein, dans la façon dont les personnages arrivent à nous retourner et les situations arrivent à nous retourner la tête en fait. C'est incroyable le talent qu'il peut avoir pour ça. Et c'était un tel sens du détail et un tel boulot que finalement ni lui ni Netflix ne s'y sont retrouvés, quoi. C'était une série qui a coûté un pognon de malade avec des chiffres des audiences qui étaient certainement pas au niveau attendu par Netflix. Et donc voilà, dans le grand malheur, il y a surtout que la saison 2 ne termine pas vraiment, enfin en tout cas il y a une énième quête de tueur en série dont on n'aura pas la fin et on n'aura pas ce qu'aurait pu être la conclusion pour cette série là, il n'y aura jamais de saison 3 d'un espèce de commun accord entre Fincher et Netflix. En revanche, et on va finir par arriver au sujet aussi de ce podcast, en revanche
il a réussi à mettre sur pied ce nouveau film après Manque, dont on n'a pas tellement parlé pendant tout ce podcast qui est complètement à part. Pas vu. Ouais, voilà. Rendez-vous. C'est le seul qui me manque. Rendez-vous manqué. Voilà. Bravo. Ouais. Bravo. Sur le papier, c'est le seul qui m'accroche pas. En Ouais, fait. non, mais aussi, il a hein, jamais c'est- su m'accrocher. Donc, C'est complètement à part. C'est lui qui adapte un scénario écrit par son père qui est décédé au début des années 2000 et qui a cette volonté de faire vraiment un film comme au début des années 40, avec en plus un bagage nécessaire à la compréhension des événements et des personnages qui dépasse même le simple cinéphile. Il faut être un peu expert, ou en tout cas intéressé par cette période-là, quoi. C'est pas du tout un film qui est évident à... Alors c'est peut-être une analyse de comptoir, hein, mais j'ai un peu l'impression, vu qu'on connaît l'histoire qui existe entre Netflix et Fincher, que à un moment donné, Fincher a voulu vraiment faire ce film, qui est un film très personnel, et Netflix lui a dit OK, mais derrière, bah, tu me fais un vrai film de David Fincher. Et du coup, on a eu Manque, et maintenant on a The Killer. Parce que The Killer, c'est un film de David Fincher. C'est tel qu'on peut l'imaginer si on devait raconter sur un papier. Dans la façon, juste pour préciser un truc, apparemment, de la façon dont Netflix a accepté aussi le projet, il y avait de l'ordre de quelque chose du discours dans Manque que eux trouvaient actuel et qui méritait d'être de sortir aujourd'hui, quoi. Mais Ouais, mais tu sais, on en parlait quand on est allé voir The Killer, justement, mais il y a dans l'ADN de ce film Manque, il y a tout ce qui rate dans les studios et ce qui plaît à Netflix. Oui, bien C'est-à-dire qu'on se doute bien que David Fincher, avec le scénario de son papa, a dû aller voir pas mal de studios pour dire « je veux faire le scénario de mon papa sur le scénariste de Citizen Kane en noir et blanc, s'il vous plaît, et tout ça. Et en film d'époque, ça va coûter une blinde, mais c'est le scénario de mon papa. » Et que tout le monde lui a dit « Écoute, Dave, tu nous saoules, donc non. » Et ensuite, il est allé voir Netflix, et Netflix a dû dire « Attends, par ici la bonne soupe. On va te jeter de l'argent sur ton scénario, là. Tu fais tout ce que tu veux. Nous, on a David Fincher chez nous. Mais tout le monde est gagnant, quoi. Justement, je pense qu'il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi... Bon, par contre, Coco, derrière, tu nous fais un vrai film. Mais alors, C'est possible, c'est Et possible. que c'est The Killer. Et c'est pour ça que The Killer est à ce point, de mon propre vision et appréciation du film à chaud, l'un des peut-être des plus Fincheriens des Fincher, mais en même temps, peut-être pas forcément celui qui raconte le plus de choses. Mais de alors, toute façon, il y a un contrat d'exclusivité maintenant. David Fincher a Oui. un contrat d'exclusivité avec Netflix, donc tout ce qu'il fait, c'est ça et part puis là-dessus. Jean-Michel Anecdote Bonjour, en fait le film essaye d'être mis en chantier depuis le milieu des années 2000. C'est pour le coup une série de BD donc, qui a commencé en 98, qui s'est terminée en 2015 ou 2015 ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y a eu 13 tomes, mais déjà dès le début des années 2000, ça a été mis sur le radar de Fincher, qui voilà, a lu comme nous, il s'est dit mais oui c'est moi, c'est mon héros, enfin d'accord, oui, je veux faire ça. Et en fait ça a mis plusieurs années à se faire, puisque milieu des années 2000 il est pris sur Zodiac et Benjamin Button, et ensuite les différents négociations avec les studios un peu ont échoué, ou en tout cas ils n'ont pas réussi à garder les droits du film, etc. Le scénariste de la BD voulait quand même que le film se fasse avec Fincher et avec personne d'autre. Et on arrive donc en 2023, même si le film était tourné au vu de certains visuels, j'ai l'impression, pendant la période Covid, donc peut-être 2020-2021. Et il sort là maintenant, et tu l'as dit, on va y attaquer. C'est le film le plus Fincherien de Fincher. Pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement un tueur en série qui est complètement... Enfin, pas un tueur en série, un tueur à gages plutôt, qui est complètement méthodique, froid, calculateur, avec aussi une voix off qui nous donne ses pensées pendant que le film est assez peu bavard, en tout cas par ses personnages dans la diégèse du film, mais nous en tant que spectateurs on entend tout son process, toutes ses pensées, la manière dont il réfléchit, voilà, élimine toute empathie, t'es payé pour faire ça et rien d'autre, le reste tu t'en fous, Reste sur le plan. ouais voilà, stick to the plan, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est complètement l'archétype de David Fincher au cinéma, quoi. Le tueur chirurgical absolu, quoi. Mais il y a quelque chose que je me suis dit au Quête début d'humanité. du film que j'ai jamais réussi à lâcher. Pour moi, c'est un John Wick version Fincher. Vas-y, développe. C'est juste, C'est un peu vrai. on retrouve un tueur qui se fait avoir par plus ou moins l'organisation pour laquelle il bosse, où il tue un de ses proches. C'est pas un chien cette fois-ci, là pour le coup il tue pas directement, mais il amoche beaucoup sa copine, donc il va aller contre toute l'organisation au cours de tout le film et monter petit à petit, d'étape en étape, jusqu'à le head, celui qui a fait la commande pour son assassination. Son assassinat, pardon. Ça suffisait, oui. Pardon.
Et voilà, et c'est la structure d'un John Wick pour moi. Mais juste, à la fin, t'es sur un Fincher, donc déjà Alors... t'as 10 minutes du tueur qui t'explique comment il fonctionne, et genre c'est super droit et machin, et il va quasiment jamais lâcher ça de tout le film. Et à la fin, il tue pas le gars, il lui dit juste bro, tu déconnes pas parce que sinon je te bute. Et voilà. C'est très marrant ce rapport que tu fais entre genre on pourrait pitcher ça de manière à ce que ce soit ou John Wick ou The Killer, selon qui prend le dossier, voilà. Mais c'est exactement la même chose que Tilda Swinton qui raconte la blague de l'ours qu'on a déjà connue par José Garcia. Et il y a une différence de ton, il y a une différence de résultat. Mais par contre, c'était toujours la blague de l'ours. Hein. C'est génial parce que chez David Fincher, la blague de l'ours, qui est quand même la blague la plus drôle du monde, hein. Vous la connaissez tous, c'est la Moi, blague la plus moi, je la trouve un drôle peu du grasse, monde. mais bon, La blague de l'ours chez Fincher, elle est pas drôle. Ah non, ah non. Et même Michael Fassbender, il le sait, il fait. Et puis c'est tout. Alors que José Garcia, il a tué quelqu'un en racontant cette blague au cinéma. Et donc on a ce film qui est assez aussi opératique, c'est-à-dire qu'on a vraiment un chapitre, un endroit, une mission, un assassinat, à peu de choses près. Donc on a une structure qui est hyper cadrée, dont on comprend très vite justement les contours et où est-ce qu'elle va nous emmener. Tout simplement, quel est peut-être plus concrètement, quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que justement dans le fait de retrouver un vrai film de Fincher après toutes ces années où vous dites là cool, j'ai ma cam et c'est très bien, ou est-ce que justement il y a ce côté où on a le sentiment qu'il est peut-être allé un petit peu trop loin dans le côté anti-spectaculaire ou dans le côté un peu froid, est-ce qu'il colle un petit peu trop à son personnage? Enfin voilà, qu'est-ce qui vous en reste? C'est un Fincher, hein. Ça c'est sûr. Et voilà, c'est-à-dire que j'ai pas détesté ce film, je l'ai pas surkiffé non plus en mode genre ça fait du bien de retrouver Fincher, c'était juste un peu le Fincher en attendant Fincher quoi, quelque part. Ouais, je suis toujours là les gars, je maîtrise toujours ce que je fais. Par contre, j'avais pas forcément grand chose à vous dire là aujourd'hui, c'est-à-dire que je voulais juste vous montrer que j'étais encore là, et après on se revoit pour le prochain les gars, on est bon, ça va? Ok, cool, allez bisous. C'est le sentiment que j'ai eu à la fin du truc. Il y a énormément de petits détails que j'ai beaucoup aimé dans ce film, des personnages qui sont super bien écrits, hein, on va pas se mentir. Ce qui m'a le plus marqué, je sais pas pourquoi, mais j'ai focalisé de ouf dessus, c'est qu'à chaque affichage de chapitre, ça reprend du coup en fait quelque part un peu les billets d'avion, où tu as la porte à tel truc, etc. C'est un détail stupide, mais à chaque fois que je le voyais, j'étais c'est super intelligent ça quand même, tu vois. Mais au bout du bout, dans la grande filmographie de Fincher, limite, je le mets au milieu, quoi. Juste, voilà, ça fait plaisir, mais c'est tout, quoi. Le mythe tiers absolu. Ouais. C'est un peu triste, je pense qu'on va être à peu de choses près tous un peu d'accord. C'est sûr que si nous avait sorti Gone Girl là, le discours aurait été un peu différent, mais c'est pas Gone Girl, justement, c'est The Killer. Et alors moi, j'ai un petit souci avec les films trop découpés, justement, de manière aussi formelle. Ça marche très bien sur Pulp Fiction parce que c'est pas dans l'ordre, donc du coup ça te permet des effets de style et de suspense, etc. Là en l'occurrence c'est très dans l'ordre, et du coup comme quand on a une série anthologique ou quand on a des épisodes bien séparés, j'ai envie de comparer les parties entre elles naturellement, alors qu'il faut peut-être pas, mais quand il y a un film qui déroule, c'est peut-être moins marqué, et là je trouve qu'il y a des parties qui sont largement en dessous de certaines. Il y en a que j'ai trouvé ultra bien. Tu peux détailler, hein. De toute façon, on le fait d'habitude. On va dans les spoilers et on va dans l'analyse détaillée et on raconte ce qui se passe. On va le faire ici aussi. On va ouvrir l'instant spoiler. Et puis, si vous n'avez pas vu le film, eh bien, allez le voir et revenez nous écouter après. Mais vas-y. Du coup, là, tu vois, par exemple, je trouve que la scène d'intro, la scène de fight et la scène avec son commanditaire direct là dans la première fois où on le voit avec ce qui arrive avec sa poubelle, etc. Je trouve que ça marche très bien. Après la scène qui clôt le truc, j'ai l'impression d'être sur une redite moins intéressante. Enfin voilà. Et voilà, j'ai du mal à ne pas avoir des moments de vrai ventre mou qui, je trouve, sont peut-être un peu surprenants sur un film de Fincher qui est normalement beaucoup plus construit dans la tension aussi. Alors, moi, il a fallu que je revoie le film hier soir, parce que malheureusement, Flag et moi, on l'a pas vu dans les conditions optimales. C'est-à-dire qu'on l'a pas vu depuis notre canapé avec
une télé de merde, une connexion internet qui saute toutes les 2 secondes, un étalonnage qui est pas le bon, en train de taper un texto, d'aller chercher un truc à se réchauffer au micro-ondes et tout. On l'a pas vu comme ça, donc j'ai refait l'expérience pour le voir comme il doit être vu. Donc je l'ai vu comme ça. Et bizarrement, je trouve que c'est un film qui gagne à être revu. Déjà, c'est un film, j'ai l'impression que c'est un remake d'un de mes films préférés qui s'appelle Ghost Dog. Ça raconte exactement la même chose. C'est un tueur qui foire un contrat et du coup, son employeur met sa tête à prix, quoi. Et donc, il doit aller zigouiller son employeur un par un jusqu'au big boss, quoi, jusqu'au commanditaire. Et quand on voit le même film fait par Jarmusch ou fait par David Fincher, évidemment, c'est pas le même film. Et Fincher, son pari, c'est de dire, si on va vraiment sur ce pitch d'un tueur qui dégomme tous ceux qui l'ont employé, ça va se faire très très froidement, de manière très clinique, sans aucune émotion. Et ce chapitrage qui vous dérange, qui fait un peu un film à sketch, je comprends, il faut quand même se souvenir que c'est l'adaptation de plusieurs tomes d'une BD. Donc évidemment, ces volets correspondent chacun à un tome de cette bande dessinée. Même si dans les faits, pas du tout, hein, on leur dit, mais l'adaptation, elle est un peu libre. Il va, bien sûr. Déjà de ce qu'on a pu lire, il va piocher des éléments à droite à gauche, et il n'y a que le tout début qui ressemble, et encore pas tout à fait. Et après, voilà, il va chercher des éléments. Oui, puisque la BD, c'est vraiment l'histoire d'un complot que le tueur va démonter. Alors que là, c'est vraiment un truc très très linéaire. C'est vraiment qui a voulu me tuer et je vais zigouiller tous ceux qui me veulent du mal. Il y a aussi dans l'adaptation quelque chose qui est particulier, c'est-à-dire que le héros de la BD, c'est un mec qui fume, qui boit, qui baise, etc. Il ne nie pas ce côté très, très organique. C'est juste un nihiliste, en gros. Hein. Et David Fincher, lui, il en fait un psychopathe. Quelqu'un qui va jamais allumer une clope, quelqu'un qui va jamais boire une goutte d'alcool, quelqu'un qui se fout du spray partout sur les mains où qu'il aille, etc. Il a un corps qui renvoie ça, on le voit faire ses exercices, voilà. Mais il n'y a rien qui dépasse non plus au niveau de son corps. Il est ni hyper tanké, ni complètement maigrichon, mais il est plat. Voilà. Il vit au rythme d'une montre qui lui met des alertes pour chaque étape de sa vie. Donc, ok, très bien, clinique, quoi. Ce qui en fait d'ailleurs, mais c'est pareil, moi en fait je suis un peu d'accord dans l'esprit, effectivement c'est ce qu'on peut attendre d'un film de Fincher sur un tueur froid, calculateur, méthodique, tout ce qu'on veut. On avait déjà un peu la vision en tête avant de le voir, donc c'est peut-être un peu ça qui à la rigueur me dérange un peu plus, quoi. C'est le côté, c'est tellement attendu et il le livre un peu complètement ce que j'attends et j'ai du mal à voir quoi que ce soit qui me fait dépasser cette idée-là, quoi. En revanche, comme un peu dans tous les films de Fincher, il y a une minutie, une obsession des détails qui fait que tu as toujours quelque chose à quoi te raccrocher et qui te fait dire ah putain, c'est lui qui le fait et c'est pas un autre. Et c'est ça qui surélève un peu le truc. Tu as parlé de la montre. Il y a le fait que pour nous faire comprendre des choses en peu de mots, juste avec les images, qu'il a une maîtrise parfaite de son sommeil, de sa vie d'une manière générale. Il ouvre les yeux une demi-seconde avant que le réveil de sa montre se déclenche. Tu comprends qu'il en a même pas besoin, mais il le fait parce que c'est sa routine. Et quand derrière, il va zigouiller un mec, le découper en morceaux en les jetant aux quatre coins de la ville et qui dort comme un bébé alors qu'il y a un train qui fait vibrer toute la chambre de son motel, voilà, tu comprends que non seulement il a aucun regret, aucun remords et qu'il n'y pense même plus que c'est terminé, mais qu'en plus, encore une fois, son sommeil, c'est aussi son arme et c'est quelque chose qui fait qu'à tout moment, il est complètement opérationnel et opératique, quoi. Tout est dédié vraiment dans tout le personnage à son métier, quoi. Je suis là pour tuer, je suis une machine à ça assez forte. Et il y a un truc que je retire quand même, que je tire vraiment de l'expérience, et c'est dans cette perspective de parallèle à John Wick, c'est que je pense qu'il sera toujours intéressant à étudier dans 20 ans, où justement on a cette tendance du film d'action John Wick, et du coup on a ce parallèle intéressant de quand tu le files à un auteur vraiment très obsessif, ça donne ça. Et je pense que là où la scène est la plus intéressante à analyser, c'est la grande scène de baston qui est dans le... il me semble que c'est le 3e chapitre. Il faut qu'on en parle de cette scène de baston là. Qui est de son sound design. Voilà, de son sound design. Et moi, il y a un détail qui m'a frappé dans cette scène-là, c'est que déjà Fincher a retenu du tout cinéma d'action de ne coupe pas ta caméra, ne fais pas des shaky cam, machin. Mais du même temps, il y a genre
t'as l'impression que la caméra subit l'impact des coups. Il y a des petites vibrations, des trucs comme ça, où il y a un côté kinétique et il y a un côté vraiment physique à l'action. Pour moi, je parlais dans chaque film de Fincher, il y a toujours un petit noyau d'une idée incroyable. Pour moi, c'est dans ce film, il y a ça, quoi. En fait, il garde son souci de la confection des plans et la caméra fixe. La caméra, elle est fixe 99% du temps chez Fincher, quoi. Il y a un peu plus dans celui-là des plans qui bougent, quand notamment il arrive chez lui, quand il voit qu'il y a eu un souci et que potentiellement il est en danger et que sa copine est en danger. Et là, la caméra bouge un petit peu parce que ça laisse la peur aussi du personnage. Exactement, pour restituer ça. En revanche, quand il est dans sa scène de baston et même s'il est surpris, la caméra elle reste droite et t'as juste le sentiment qu'elle bouge parce que tu l'as dit, il y a ces bruits, il y a cette vibration, il y a cette force démesurée de ce mec qui est pas appelé la brute pour rien, quoi. Mais lui, Fincher et lui, le héros, reste complètement en contrôle. Et même s'il se prend un mec qui fait 150 kilos et qui a des bras gros comme ma cuisse, et que lui, on l'a vu, il est tout sec et qu'il devrait se faire désosser, non, il a cette maîtrise pour faire passer la situation à son avantage et être malgré tout en contrôle, alors que tout est en train de péter autour de lui et que le mec fait vibrer toute la maison, quoi. Il y a vraiment un truc intéressant aussi avec cette scène, c'est que outre qu'elle est très satisfaisante à observer, outre qu'elle serve comme un véritable un moment important par rapport à l'histoire générale du film. Ça arrive à peu près au milieu. C'est ça, c'est vraiment charnière. Il y a aussi, je pense, enfin, moi je l'ai compris comme ça, je l'ai vu comme ça, je l'ai interprété comme ça. David Fincher qui fait oui, il y a beaucoup d'actions, de cinéma d'action qui existent. Regardez, je sais faire, c'est pas mal, mais il faut faire autre chose que ça. Ça sert à rien d'avoir que ça. Et surtout, tout le reste. Moi, je le mets plutôt dans le haut du panier des films de David Fincher. Pour moi, c'est un Fincher très très réussi. Parce que là, on ne fait que dire à quel point c'est un film clinique sur un personnage clinique qui ressasse sa routine et ne laisse jamais rien au hasard, etc. Mais c'est quand même l'histoire d'un mec dont la routine clinique et la façon de penser foirent constamment. C'est un mec qui se loupe. C'est un mec qui ne fait que des ratés. Et plus il se rate, plus il s'humanise. C'est-à-dire que, on vient de parler de cette scène de baston. C'est une scène de baston où il se laisse surprendre comme un débutant et dont il ressort avec la gueule complètement fracassée. Et quand il a la gueule un peu fracassée, il s'endort dans l'avion parce qu'il en peut plus. Et nous, on commence à être en empathie avec lui. On se dit, ah putain, comment il doit avoir mal à la tronche, comment ça doit être l'enfer de vivre ce qu'il est en train de vivre là et tout ça. Et à la fin, il est beaucoup plus humain qu'au début. Et c'est peut-être ça qui nous déroute. Parce que le vrai moment fincherien, je sais pas si on peut dire ça, mais on va le dire, c'est les 15 premières minutes du film en gros. Totalement. Oui. Voilà, le mec il est en voix off, il dit rien, il est en train de regarder par une fenêtre, il regarde de manière complètement clinique ce qui se passe dans la rue sans aucune émotion. On sait que ça va se terminer par une tentative d'assassinat. Et on attend, et on est tout seul, et c'est ça le vrai plaisir du cinéma de David Fincher, c'est ce côté psychopathe. Il arrive à t'intéresser à des trucs alors qu'il se passe objectivement rien, quoi. C'est ça, c'est la force de ça. Alors si vraiment t'es hermétique au cinéma de Fincher, tu vois ça, au bout de 15 minutes t'as envie de dire je passe à autre chose, j'éteins ma télé et terminé, quoi. Mais si t'es vendu à ça, tu sais que déjà Fincher c'est pour toi si déjà tu le savais pas, et ensuite le reste va avoir tendance un petit peu à détricoter ce postulat du début, quoi. Nous, avec ma copine, du coup, on regardait en faisant 14 000 théories sur comment ça va, du coup, se renverser à un moment. Est-ce que c'est pas le mec qui mange son sandwich là sur le banc qui à la fin va foutre la merde, tu vois, genre. Et c'est ça qui est kiffant dans le truc de Fincher, c'est tu peux pas vraiment établir ce qui va se passer, quoi, parce que c'est pas que lui-même ne sait pas, c'est qu'il est assez intelligent pour le cacher du début à la fin, en fait. Donc tu t'es un peu along for the ride, tu te laisses porter et puis voilà, quoi. Ouais, puis c'est ce mec qui n'arrête pas de répéter pas d'empathie, fait le plan jusqu'au bout comme il est prévu. Pour finir, il arrive devant le boss de fin, hein, le gars qui doit buter, le gars qui... En plus, il a aucune raison d'être en empathie avec ce mec-là, quoi. Et lui dit, ok, no beef, mais me fais pas revenir. Parce que si je reviens, ça va être si tu résumes les dialogues, c'est genre, pas cool. Ouais, c'est ça. Bon, mais il y a quand même un truc aussi, c'est que tous les gens qu'il a dans tous les rouages, parce qu'il remonte la chaîne en gros.
Donc il remonte le commanditaire, puis derrière le tueur, puis la gestionnaire des tueurs, puis etc. Jusqu'à arriver au commanditaire. Et quand il arrive devant ce commanditaire, autant tous les autres personnages qu'on a déjà croisés, ils font partie de ce monde-là, de monde des tueurs, des règlements de compte, des contrats, etc. Le dernier, ça a l'air d'être juste un espèce d'énorme tocard plein de fric qui savait même pas ce qu'il foutait. Oui, c'est le GAFA humain. C'est ça. C'est là où j'aime bien. Alors, du coup, justement, c'est pour ça qu'il le bute pas, parce que, enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Il fait, putain, il comprend rien. Ça sert à rien. Et c'est là où j'aime bien. J'ai rien à craindre. Salut. C'est là où j'aime bien aussi les petits commentaires politiques qu'il arrive à glisser dans chacun de ses films. Et là, on en a un qui est clairement ça, c'est-à-dire sur toute la fin, c'est le mec vraiment, il a commandité un assassinat. Mais comme une envie de pisser, quoi. C'est vraiment sans comprendre que c'était ça. Et c'est ce qu'il lui dit, Fassbender. Il dit, donc là, vous avez quelqu'un qui arrive chez vous, un flingue à la main, au milieu de la nuit, et vous avez pas la moindre idée de qui il est et pourquoi il est là. Genre, vraiment, vous en êtes là à ce point déconnecté de même votre propre réalité que vous pensez juste qu'il est là pour vous braquer. Et d'ailleurs, en fait, si je vais pas vous tuer maintenant et si je laisse planer cette menace, c'est aussi pour vous montrer que vous pensez être en sécurité dans votre tour d'ivoire qui surplombe la ville, mais en fait là, il m'a fallu 3 fois rien pour arriver chez vous en toute détente sans croiser personne. Donc non seulement tu vas rien faire, mais aussi parce que là maintenant je vais te faire avoir peur pour ta vie et te montrer que tu es pas aussi intouchable que tu le penses. Et en partant, il lui dit s'il faut que je revienne, il n'est pas impossible qu'il y ait une petite particule radioactive sur ta tasse de café et que tu meurs d'une nécrose faciale. On a trop de souffrance, quoi. Mais c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de le voir comme une parodie, en fait, comme un truc d'action de genre, les gars, votre actionneur, je peux le faire. Et je vais me foutre de votre gueule, quoi. Tu vois, genre, mon boss de fin, c'est un mec dont on se fout, c'est un clampin. Parce que moi, si j'imagine votre univers, la réalité du truc, c'est que c'est un mec sur-riche qui a pas compris que, tu vois, un avocat véreux et des tueurs qui s'attendent une seule seconde à mourir tout le temps, quoi, tu vois. C'est aussi un des films où il y a des petites touches. Alors, attention à la marge, mais des petites touches d'humour. Et c'est pas un truc auquel on était très habitué. La blague de la poubelle. La blague de l'ours. Pas que l'ours, mais la blague de la poubelle. La poubelle, oui, la poubelle. Qui te prend complètement au dépourvu, et qui prend même la nana, hein, donc qui est vraiment l'assistante de l'avocat qui vient de se faire buter, et qui même elle réprouve un truc nerveux complètement. J'ai adoré ce moment de ce film. Il y a une autre blague que j'aime beaucoup, qui est à la fin, quand il finit par retrouver le commanditaire dans sa tour bien protégée. Donc il voit que le tueur est rentré chez lui. Il fait c'est ça la sécurité dans l'immeuble. Dis donc, il y aura pas beaucoup d'étrennes cette année. Ouais. Ah oui, putain. C'est vraiment le commentaire de riche du cul, quoi. C'est clair. C'est la première chose à laquelle il pense, c'est voilà, j'ai une autre occasion d'économiser de l'argent, tiens. Ouais. Donc, mais c'est vrai, ce côté de personnage arriviste, tu sens que ça pue les réseaux sociaux à mort, mais avec sans aucune distance avec tout ce jeu-là. Et ouais, tu vois, c'est un vieux beau qui s'habille comme s'il avait 18 ans, mais il en a 60. Il est dans les bitcoins. Il y a un moment, il parle de bitcoin avec un mec à la salle de sport. Mais c'est vraiment détestable, ce genre de personnalité, quoi. Et c'est vrai que je parlais de Succession tout à l'heure, mais c'est ces gens surriches qui sont au-dessus de tout, qui sont là pour le coup. On a un vrai méchant, quoi. Mais c'est un méchant qui le sait même pas. Ouais. Et contrairement à John Wick dont tu disais, il n'y a pas l'idée de recréer une sous-société dans la société et de faire des parallèles, etc. Là, l'idée, c'est lui de montrer, mais en fait, il n'y a pas besoin. Le monde, il est déjà pourri. Il y a déjà des mecs qui pensent comme ça. L'attachement au réel de Fincher est d'autant plus évident là-dessus, que ce soit dans son méchant, mais aussi dans les techniques qu'il utilise. Je peux vous le dire, par exemple, les copies de cartes RFID là, qu'il utilise pour passer de la salle de sport, grand machin et tout. Vous pouvez littéralement faire exactement pareil. Hein. C'est vraiment une machine à 20 balles sur Amazon. Hein. C'est ça, oui, c'est ça que j'aime bien. C'est justement, tu as ces écrans sur impression où ils te montrent aussi que c'est pas compliqué, hein, votre délire là. Tout existe. Il n'y a pas besoin d'avoir des gadgets à la con, nous faire croire que c'est de la science-fiction et tout ça. Mais il y a aussi quelque part un double truc qui est genre, pour être fou, faut juste se tenir à ça, quoi. Faut juste vouloir l'être, quoi. C'est quelque part qui donne, je trouve, un ton assez intéressant à ce film-là, justement, qu'on n'a pas forcément vu dans tous les autres Fincher, où il y a vraiment quelque part, regarder comme c'est facile, quoi. Oui, mais il y a aussi, dans la représentation du monde selon Fincher, quelque chose qui est très simple, c'est ce face-à-face final qui est l'intelligence du mec qui n'est personne contre la bêtise profonde
du mec qui est au sommet de la chaîne alimentaire, quoi. Et c'est plus que dit dans le film, parce qu'il parle dès le départ des few et des many, donc le Exactement. peu par rapport au plus grand nombre. Ça boucle là-dessus. Ça boucle là-dessus, où à la fin il dit si vous êtes comme moi, partie du plus grand nombre, et c'est là où tu dis ah ouais, donc quand bien même il est dans une espèce de, pas une société secrète, mais en tout cas Le World, malgré tout, tu vois. ouais, une organisation clairement qui pourrait le sortir du lot. Pour lui, le personnage, c'est juste il est le grand public, quoi, quelque part. Et puis il y a cette idée de, juste pour finir là-dessus, enfin finir non, mais cette idée que lui il veut être, tu pourrais te dire qu'à la fin, genre il dit qu'il fait partie du Few, enfin il est quand même sur sa baraque immense avec une plage privée en République dominicaine. Certes, mais la différence c'est que lui il cherche pas à avoir cet endroit-là comme une résidence secondaire, un certain statut social pour bien se faire voir avec des amis. Non, il va là-bas pour qu'on lui foute la paix, pour être tranquille, pour être au avec milieu de sa nulle meuf, part, et pour voilà. être avec la seule nana qui est la seule personne avec laquelle il juge qu'il a envie d'être, et tout le reste, il en a rien à secouer, et au sens premier du terme, il veut juste être peinard chez lui, quoi, c'est tout. C'est génial parce que dans la BD, il y a beaucoup de détails très glamour et Oui. très sexy sur qui est cette meuf qui est avec lui, et même lui, le tueur dans la BD, c'est un mec qui est très charnel. La BD est assez sexy. Et alors David Fincher, le sexy, il sait pas ce que c'est. Le sexe, ça l'intéresse pas du tout. Du coup, ce personnage qui accompagne le tueur, il est traité de manière totalement anecdotique dans le film. Et la seule vraie scène de sexe qui me vient dans la filmographie de Fincher, c'est dans Gone Girl. Et au fait, c'est une scène de meurtre, quoi. Dans Millennium, t'en as quelques-unes aussi, mais c'est plus pour montrer que on sent que c'est pas sa came du tout. Non, Quoi. et surtout, il s'en sert pour montrer un espèce de rapport de domination quand c'est Lisbeth qui se fout à poil devant lui et qui lui fait comprendre que c'est maintenant. T'en as envie ou pas, genre, c'est ça. voilà, j'ai décidé que. Donc c'est le rapport de force. il se sert de ça pour montrer autre chose, quoi. Là, c'est vrai qu'à la fin, il la retrouve. Ils sont là, ils se parlent pas, mais juste ça y est, on est enfin. Soleil, chaise longue, c'est les vacances, quoi. On est enfin tranquille, chérie. Alors, il lui apporte un café avec un zeste de citron. Qui fait ça? D'orange. Oui, un zeste d'orange. Qui fait Ouais, ça? C'est très bizarre. Je sais pas, depuis que je suis sur Paris, mettre du citron dans mon whisky coca, j'ai déjà envie de le tuer, donc ça me choque plus, tu vois. Alors, je repensais juste à une scène quand on parlait des trucs un peu d'humour. Il y a une scène, il y a deux répliques qui m'ont fait coup sur coup, qui m'ont fait vraiment sourire, presque rire physiquement en regardant le film. C'est ce moment où il va chercher un pistolet et qui se fait fournir un pistolet. Et le mec qui lui fournit, il lui dit ah oui, t'as déjà ton propre canon Ton silencieux, silencieux. Ah, il vient avec son silencieux, là. Monsieur, bien les silencieux. Et t'as besoin de balles? Non, bien sûr, t'as pas besoin de balles. Hein. Il y a ce côté-là où t'as le mec qui fait, tu sais, genre normalement c'est ouais, on fait doucement, faut pas surtout se faire voir et tout. Là, le mec, il raconte tout ce qu'il C'est fait. un pur marchand, ouais. Et ça, c'est un et- cimenteur, Je te fais moins 50% sur le prochain. il y a ce côté où il commente tout ce qui se passe, mais avec un ton sarcastique qui fait que c'est drôle. Et il y a une personnage dans Yellow Jacket qui fait ça, c'est l'un des personnages principaux, et c'est un genre d'humour qui me fait énormément rire. Je trouve que ça fait mouche à chaque truc. Dans Yellow Jacket, il y a ça. C'est une mère donc qui parle à sa fille et qui lit à travers ça, comme ça les comportements de sa fille. Ah oui, bon, forcément, tu vas pas nous parler ce soir, et puis tu t'en. Enfin, il y a ce truc là. C'est la même actrice qui est dans Last of Us, là, je sais plus comment elle s'appelle. Qui dirige une ville dans un épisode 6 de Last of Us. Mais c'est quand même, enfin, c'est drôle, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi un détail scénaristique important, le fait qu'ils prennent pas de munitions. Parce que c'est ça qui annonce qu'il va pas tuer le mec. Oui, tu te dis bon, Il a jamais été chargé le flingue depuis le début. Tu quoi. te dis, il en a déjà, mais en fait Non. non. Il change à chaque fois pour Ouais. pas être repéré, pour pas machin. Ouais, non, mais c'est. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, si je devais synthétiser, hein, On va finir là-dessus, hein, votre avis global. la globalité. J'ai aimé tout ce que j'ai vu, à part, je vois quelques petits ventres mous, moi, je trouve un peu de ci, de là. Mais à la fin, il m'en reste pas autant. Alors, c'est une première vision, je suis à 24 heures de l'avoir regardé, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait autant de choses, de discours sous-jacents que dans d'autres films qui m'ont plus marqué. Voilà, pour l'instant, c'est un peu l'avis que j'ai. Donc, bon moment, mais comment je vous ai mis dans la conversation, c'est très bon élève, se contente De l'essentiel. enfin un truc comme ça, quoi. C'est un peu ça. A des capacités mais ne les utilise pas, ce qui a été plus ou moins toutes mes études. Voilà, pour le coup, ils les utilisent, mais. Ouais, bah, en gros, ouais, c'est ce que j'en retire aussi à 24 heures, même pas, tu vois, du visionnage. C'est que c'est un très bon Fincher. J'aime bien ce parallèle que j'ai trouvé avec John Wick qui m'apporte plus
à mesure que j'y réfléchis comme ça. Je pense que c'est un film de sa période en fait, et que c'est un des rares Fincher de son époque justement. Là où les Seven, The Game, Fight Club, tout ça, t'as pas forcément de marqueurs très précis d'une époque de là où ça a été créé. Celui-ci, je le trouve vraiment, vraiment ancré dans l'actualité. Et c'est quelque part super intéressant d'avoir un Fincher qui est ancré dans l'actualité, en fait, quoi. Même si, comme Menro, je lui trouve des ventres mous, peut-être, ça et là, mais j'ai passé un très, très bon moment, malgré tout, et c'est ce que je retiens principalement, quoi. Moi, je serais sans doute d'accord pour dire que c'est peut-être pas un nouveau chef-d'œuvre signé David Fincher, mais je trouve que c'est un très bon film de David Fincher. On n'a pas déjà fait cette émission, Fleg? J'ai un sentiment de déjà-vu terrible. On a fait un petit podcast sur Manque, ouais. On a fait toute la voilà. filmo de David Fincher. C'est vrai que après le contre-coup un peu désagréable de Manque il y a 3 ans, où t'as l'impression de prendre une leçon de cinéma, mais un peu une leçon de morale de cinéma, quoi. C'est quand même un film qui est assez antipathique, Manque, quoi. C'est très dur. Qui est un peu tout. difficile à digérer, même s'il est très virtuose, hein, je dis pas. Là, avec celui-là, je trouve qu'on retrouve David Fincher dans sa plus grande forme, et je suis très content. Sauf peut-être le générique de début, je le trouve dégueu. Mais c'est nul. Le générique de début, et vraiment, ça commence par ça t'agresse dès le début. C'est nul. Alors que le générique de Panic Room, il est génial, quoi, avec les lettres monumentales sur la ville. Surtout qu'il y a cette tradition c'est un détail, hein, il y a cette tradition de générique hyper chiadé chez Fincher. J'ai revu celui de Millennium, il est genre. Il est merveilleux. La folie, quoi. Et là, tu vois ça, tu fais, mais c'est Zack Snyder qui réalise le film, qu'est-ce que c'est cette histoire? Nul. Mais non, pareil, peut-être le fait d'en reparler me redonne effectivement un peu le goût du film ou l'envie de le revoir. Il m'est passé dessus un peu, il a coulé très très bien, ce qui est à la fois peut-être le principal qualité, son principal défaut aussi, c'est-à-dire que tu te rends compte que voilà, ça dure 2 heures, c'est encore coté à la perfection. Il y a ce sens de tout ce qu'on a dit, du détail, du rythme, qui fait que moi pour le coup j'ai trouvé assez bien rythmé, j'ai jamais vraiment décroché. Aspérité réelle. Mais par contre le truc, c'est exactement le mot que j'allais employer, c'est-à-dire que parfois ça manque peut-être un petit peu de grain et d'un petit supplément d'âme, mais on va pas se mentir, ça reste un excellent film. Sans être un film d'action reste un Fincher, quoi. Sans être un film d'action qui surpasse bien des films d'action qu'on a eu depuis ces dernières années. Donc ça mériterait complètement que tout le monde le voit en salle. Ça sera malheureusement pas le cas. Cherchez peut-être dans les un de ces 4 autour de chez vous, si jamais il a la chance d'avoir une copie, d'être diffusé, jetez-vous dessus. Mais oui, voilà, on est content de retrouver un Fincher, comme tu l'as dit, en pleine forme, et qui revient un peu, j'espère, sur le devant de la scène, quoi. Voilà, on l'avait un petit peu perdu de vue, et voilà, il est de retour, et ça fait bien plaisir. Ouais, j'ajoute qu'on lui a filé un César d'honneur l'année dernière, et qu'il a remercié les critiques de France, ce qui est trop rare. Donc voilà, merci David Fincher, très bien. Mais puis parce que la France est très accueillant pour Fincher. On aime beaucoup de manière générale. Vive le cinéma. Ouais. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On a fait le tour. Allez voir The Killer. Dites-nous de votre côté ce que vous en avez pensé. Donnez-nous votre petit classement des Fincher préférés. On aime bien jouer à ça aussi. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire que le grand podcast est disponible absolument partout où vous le souhaitez, également sur YouTube. Donc laissez-nous des bons commentaires, des petites étoiles. Allez lire aussi ce que j'ai pu écrire sur le film et sur David Fincher d'une manière générale sur legrandpop.fr, où vous avez chaque semaine un nouvel article pop culture. Voilà, on vous prépare des choses, des tops aussi pour la fin d'année à venir. Ça va être cette période-là de l'année. Et puis maintenant, c'est à vous, messieurs, que je dois poser cette question rituelle. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets, Menro? Eh bien moi, on peut me retrouver partout, même sur Blue Sky maintenant. Ah oui, et le Grand Pop aussi est sur Blue Sky. Venez sur Blue Sky. C'est un nouveau réseau social. Voilà, qui se positionne comme le remplaçant de X. D'accord. Voilà, mais il en est encore pas. Voilà. Mais bon, voilà, partout. C'est Menro, Menro, M-E-N-R-A-W. Otaksu. Moi principalement sur YouTube, youtube.com/otaksu, le penchant vidéo high-tech du grand univers Le Grand Pop. Et sur les réseaux sociaux @otaksu partout aussi, principalement sur Instagram et Blue Sky ces derniers temps. J'avoue que ça a bien repris la même philosophie que le vieux Twitter d'antan pour moi.
et un petit peu sur TikTok, même si voilà, c'est Tiens donc. généralement des teasers pour le YouTube en vérité, on va pas se mentir. Ah, tu danses pas, je suis déçu. Ça aurait Bientôt. pu être ma motivation à me créer un compte TikTok, mais Ça du coup, va être la vidéo de Noël, tu vois. Je vais danser avec des cartes graphiques, tu sais pas. je vais rester dans le monde des vieux. Ouais, c'est ça. Et Gauthier, Bon, moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Je suis un vieux, j'adore Facebook, donc je suis un vioc. J'ai un Twitter aussi, j'ai un Instagram. Je m'appelle Gauthier Jurgensen, comme ça se prononce. Démerdez-vous pour me retrouver. Et j'ai un peu délaissé les réseaux sociaux ces dernières années pour me concentrer un peu sur ma famille et sur mon boulot. Mais j'ai peut-être des projets de ce côté-là pour vous y retrouver. J'ai envie de faire des projets. Voilà. eh bien, c'est tout à fait à ton honneur, et nous en avons aussi de notre côté. Attention, parce que les amis parisiens peuvent retrouver les blocs parties tous les mardis soirs. C'est vrai qu'il faut que j'annonce ça. Tu fais bien de me le rappeler. J'anime des blind tests dans Mais le non. 17e arrondissement, à côté du métro Brochant, dans un bar qui s'appelle le Bloc. Donc si vous aimez les blind tests, venez en équipe, venez avec des copains le mardi soir à 20h. Il y a de la tease à gagner. Voilà. Exactement. Passé une certaine heure, vous ne payez plus rien. Et on s'amuse bien. Enfin, nous, voilà, c'est un secret pour personne. On aime bien ça. Les blind tests, on y va régulièrement. Et bah, de mon côté, c'est flegmatique un petit peu partout. Alors, plus sur Blue Sky que sur Twitter. Voilà, je retrouve un petit cocon plutôt chatoyant. La bonne ambiance et, de l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien plus bienveillant. Et le 10e commentaire aura droit à une invitation Blue Sky. Ouais, on en a quelques-unes à donner. Venez nous voir sur le Discord. sur Discord, sur X. Vous pouvez, voilà, on en distribue de temps en temps. Et puis, voilà, on vous dit à bientôt. On vous fait des gros bisous. Et puis, portez-vous bien. Et à la prochaine. Merci les copains, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.